Bon, moi, l'avantage, c'est qu'il va y avoir du sport et que c'est un live qui fera jaser. On va parler d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Mais on va aussi parler de Knock at the Cabin et on va aussi parler de Babylone. En bon influenceur, vous me connaissez évidemment, on fera Astérix à la fin. Voilà, parce que je sais qu'il y a du foot en plus, donc vous serez plus nombreux probablement vers 22h30. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames, pour ce nouveau live YouTube. Le retour du Sunday Night Live, puisque finalement, on est dimanche, même si effectivement ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live YouTube le dimanche soir. Une triple critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format-là depuis l'été dernier. Avec j'avais fait Prey, j'avais fait Thor, cet excellent Thor Love and Thunder. Ça commence bien. Tu sens que déjà le mec il a vraiment envie de se faire siffler tout de suite. L'excellent Thor Love and Thunder et puis deux trois autres films dont on avait effectivement discuté. Aujourd'hui on va parler voilà de trois films qui sont sortis récemment, deux que j'ai appréciés, un petit peu moins. Je vous laisse imaginer lequel, globalement. Mais, vous me connaissez, il y aura de la nuance parce que, bon bah déjà, voilà, je fais la critique relativement tard, hein, effectivement, pour Astérix, et encore c'est une critique live, c'est même pas une critique finalement de filmique à part entière comme je peux faire d'habitude, mais je pense que si vous voulez voir des tas de gens assassiner Astérix, le démonter à tort et à travers, vous avez déjà eu l'occasion de le voir encore et encore et encore et encore et encore et encore. Donc moi, ce sera beaucoup plus nuancé parce que je suis allé le voir vendredi. Et il y a pas mal de choses à dire, effectivement, et il y a de la défense à prendre, et il y a, je pense aussi, ouais, des choses à voir et à approfondir que certains n'ont peut-être pas vu. Alors moi, j'ai pas regardé de critique hein, dessus, donc je peux pas vous dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus à dire qu'on l'imagine sur Astérix, et je pense qu'il y a beaucoup plus à dire que le simple c'est de la merde, pire Astérix, ceci, cela, bref, ce qu'on voit très régulièrement un petit peu partout. Je pense qu'il y a plus de profondeur à apporter à ce film-là, et c'est ce qu'on essaiera de faire dans la deuxième partie de ce live, hein, puisqu'on va faire à peu près une demi-heure sur Babylone, et à peu près une demi-heure sur Knock at the Cabin, peut-être un peu moins sur celui de Shyamalan, parce que j'ai peur que certains d'entre vous l'aient très peu vu, donc il n'y aura pas de spoil sur aucun des films, alors peut-être Astérix, mais spoiler Astérix, a priori, je pense que bon, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas comme si je vous spoilais la fin de Breaking Bad, mais... mais voilà, on va parler de ces trois films-là et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes à dire, notamment sur les trois films. C'est trois styles radicalement différents, avec trois réalisateurs au demeurant que j'aime bien. Ça c'est indéniable, hein. M. Night Shyamalan... moi, je suis un immense fan de Sing. Bah, Sing, pour moi, c'est un de mes films fétiches all-time. Je trouve que c'est exceptionnel. Alors, évidemment, Sixième Sens, Incassable, qui a donné Split, etc. Voilà, mais même des petites productions un peu plus, comment dire, indépendantes. Hein. Je crois que c'était La Petite Fille de l'eau ou La Jeune Fille de l'eau, que j'avais plutôt bien apprécié aussi. C'est vrai que Shyamalan, il a eu une période assez difficile. Mais derrière, il est plutôt bien revenu. Et là, je trouve que vraiment, après Old, il a fait quelque chose de très intéressant et de vraiment, vraiment savoureux. Donc on va en parler de Knock at the Cabin parce que c'est vraiment mon coup de cœur des trois films que je vous propose. Babylone, Damien Chazelle qui en général n'est pas, alors pour le coup, un des réalisateurs qui me parle le plus, loin de là, mais Babylone c'est une fresque cinématographique hyper intéressante. Alors si t'aimes le cinéma, c'est compliqué de pas aimer Babylone, on y reviendra, parce que c'est intéressant aussi de voir que l'Europe, notamment en France, etc., a beaucoup aimé le film, alors qu'aux États-Unis nettement moins, parce qu'il y a une plus grosse culture cinématographique en France qu'aux États-Unis, dans ce que ça essaie de proposer, ça c'est une grosse question. Et puis Astérix. Et puis Astérix. Et puis Astérix. J'ai fait mon maximum, hein. Et puis Astérix. N'oublions pas, parce que c'est quand même important de le dire, parce que là, j'ai vu... Bon, ce qui se rapproche le plus, moi, vous savez qu'en général, quand j'ai envie de dire « Oh mon Dieu », je dis Michael Jordan, référence à ma famille d'abord, ou Sisama, qui est dans le chat. Rappelons que demain, The Last of Us épisode 4 sort, et que la semaine qui arrive sera la semaine de sortie de Hogwarts Legacy. Si c'est pas une semaine qui déchire sa grande daronne, je ne sais pas ce que c'est, mais la semaine prochaine, putain, on a Hogwarts Legacy plus The Last of Us épisode 4, espérons
Henry, Sam, les colosses, il y a beaucoup de choses évidemment qu'on pourra discuter demain en live évidemment à 22h, mais pour l'instant on arrive donc sur ce lobby magnifique, voilà, sur ce lobby qui n'est pas piqué des hannetons, où on va parler au demeurant, alors attendez parce que même en plus j'ai vu que je m'étais un peu planté au niveau de la caméra, puisque la caméra est censée être, voilà, normalement comme ça, non pas du tout, non pas du tout. Bon, on va la laisser comme ça. Attendez. Non, ça c'est autre chose. Tac. Et la caméra, on va la mettre là. Non, 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 normalement on est censé la laisser ici. Alors je ne sais pas pourquoi elle a été déplacée là. Tac. Hop. Et ça fera le taf pour aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi elle a été déplacée comme ça. Bref, ce n'est pas grave, là au moins c'est remis. Et on commence par Knock at the Cabin, parce que c'est celui que j'ai le plus frais dans ma tête, et c'est celui que je suis allé voir hier soir, et c'est mon préféré des trois. Alors, chose assez étonnante, parce que là, pour le coup, je n'ai pas vu beaucoup Alors, j'ai pas vu beaucoup de critiques déjà de ce film-là, et j'ai pas vu beaucoup de critiques positives. J'ai vu beaucoup de critiques positives dans le premier quart d'heure, la première demi-heure, puis ensuite que ça s'effrite complètement. Je vous raconte rapidement le pitch, parce que là, pour le coup, je peux pas vous spoiler. Je vais essayer de vous donner envie d'aller le voir, parce que je l'ai trouvé vraiment très bon. Là, je pense qu'il y a pas beaucoup... Dites-moi dans le chat, évidemment, on va discuter. Hein. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont eu l'occasion déjà de voir Knock at the Cabin, qui est quand même le dernier M. Night Shyamalan, avec Ron Weasley, Rupert Grint, avec Dave Bautista. Enfin, je veux dire, bon... Alors, on va y revenir aussi sur la carrière de Bautista, mais putain, j'adore ce mec. J'adore Bautista, j'adore cet acteur. Je trouve que c'est le... Mais avec ça, il le montre encore plus, que c'est largement le meilleur post-catcher qui a réussi dans le monde du cinéma. Enfin, je veux dire... Quand tu vois sa performance dans Knock at the Cabin, longtemps je me suis dit, imagine c'est The Rock à la place, ça paraîtrait si faux, alors que The Rock on en fait des caisses et des caisses, alors que putain, Batista franchement, c'est fort, c'est très très fort. Mais donc je vais vous raconter un petit peu le pitch pour vous donner quand même envie de le voir. Alors je vais essayer de m'arrêter vraiment au moment où il faut s'arrêter. Mais c'est l'histoire d'un couple homosexuel qui est dans une cabane dans les bois, voilà, qui a un petit chalet dans les bois, avec une petite fille adoptive, asiatique. Bon, en soi, voilà, c'est intéressant que je vous dise que le couple est homosexuel et que la petite fille est asiatique, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks au cœur du film où on va apprendre que ça a aussi un rôle à jouer dans le mind game un petit peu psychologique que peut avoir le film par la suite, qui sont, très heureux, tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, sauf qu'un jour, Dave Bautista, donc Léonard, accompagné de 3 autres personnes, arrive dans la cabane, et leur annonce tout simplement, dans un calme que je qualifierais d'olympien, que sur les 3 personnes qui sont dans le chalet, donc le couple homosexuel et la petite, l'un d'eux doit être sacrifié, parce que si l'un d'eux ne se sacrifie pas, c'est la fin du monde. Voilà. Et que toutes les 3-4 heures à peu près, si jamais ils ne font pas le choix eux-mêmes, parce que c'est à eux de faire le choix, l'équipe de Batista n'est pas là pour leur faire du mal au demeurant, c'est à eux de faire le choix, un fléau s'abattra sur la Terre. Voilà, toutes les 3-4 heures, etc. Puis après, il y a beaucoup de péripéties qui vont arriver autour des 4 protagonistes. Et déjà, de base, alors, j'en dirai pas plus, malheureusement, parce que je peux pas, sinon ça va spoiler et c'est chiant. Mais je trouve le pitch tellement, tellement trop cool. Enfin, je me dis, putain, tu retournes dans l'univers de Shyamalan, un petit peu fantastique, un petit peu thriller, avec un casting en huis clos, parce que le film est quasi essentiellement en huis clos dans la cabane. On se trimballe un petit peu de flashback en flashback de temps en temps, ou autour de la baraque, hein, mais je veux dire, l'essentiel, c'est dans la baraque. Il n'y a rien de mieux que du Shyamalan qui, pendant 1h30, 2 heures, te laisse croire à des choses et te laisse, toi, en tant que spectateur, dans l'inconnu total. Un peu comme il faisait avec Sing, où tu te posais souvent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Un peu comme Le Village, où tu te poses la question, putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Avec des retournements de situation, avec des choses qui arrivent, avec des personnages qui vont graviter plus ou moins autour de l'idée de Dave Bautista qui est de dire la fin du monde arrive, on est là on a eu des visions, voilà, on a vu la fin du monde, il faut que vous vous sacrifiez, on sait pas pourquoi c'est vous, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes aussi, là, on sait pas pourquoi c'est vous, on est là parce qu'on vous a vu, voilà, on sait que y en a un de vous 3 qui doit mourir, en plus le pire c'est que sur les 3,
ben c'est à vous de tuer le troisième. C'est pas le troisième qui doit se suicider, hein, ou qui doit décider qu'il doit mourir. C'est vous devez en choisir un et vous devez le tuer. Donc là, c'est encore des choses différentes. Et non, ça ressemble pas du tout à 10 Cloverfield Lane parce que c'est pas du tout dans le même principe. C'est plus un. Ouais, le pitch est vraiment intéressant en soi, mais ça va plus être un petit peu à la Signe où je trouve un petit peu le retour du bon Shyamalan, à la Signe ou à la Le Visage, en mode il se passe des choses, des personnages y croient, des personnages le voient, et puis il y a des personnages qui n'y croient pas, tu vois, un petit peu comme dans Signe où Joaquin Phoenix y croit beaucoup, moi, avec présence extraterrestre, et puis bah, t'as beaucoup plus rationnel Mel Gibson qui finit par y croire qu'à la fin, puis là ça va être à peu près la même chose avec, avec le couple homosexuel et puis la gamine, et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que déjà le pitch je le trouve très 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 intéressant, dans la manière d'aborder la fin du monde, parce que on a une manière d'aborder la fin du monde qui est hyper atypique. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir très particulièrement, d'autant que vous allez voir, ça va reprendre des sujets entre guillemets mythologiques, de religion, etc., vers la fin du film, qui sont hyper intéressants. Et puis, c'est, comment dire, c'est le talent de Shyamalan de revenir à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire un film lent. Alors, c'est vrai que le film est lent, on n'est pas dans du contemplatif, mais c'est vrai qu'il va prendre son temps. On le voit ne serait-ce qu'au niveau des cadrages, c'est beaucoup de plans, on a assez peu de coupes. C'est pas un film qui va faire 15 plans séquences, hein, mais on a assez peu de coupes. Il va traîner sa caméra, faire des travelling, des mouvements de caméra, pour montrer que tout, finalement, a un sens, tout est important. On a énormément de gros plans sur les personnages, parce que leurs émotions bah, sont hyper intéressantes, puisque c'est par les émotions des 4 mecs qui sont convaincus que l'apocalypse va arriver, et puis les 2 autres qui sont là, arrêtez de vous foutre de notre gueule, notamment dans le fait que, bah voilà, le film scénaristiquement est vachement bien ficelé, je trouve, pour nous faire croire à ça. Alors, effectivement, je pourrais comprendre que, à partir... Ah putain, je peux pas spoil, mais à partir du premier événement majeur du film, c'est-à-dire, bon bah voilà, ils arrivent dans la cabane, déjà c'est très long pour qu'ils expliquent pourquoi ils sont là. Je vous spoil un petit peu sur bah, l'histoire, parce que sinon, tout ce que je peux vous dire sur ma critique, c'est ces 4 mecs qui arrivent dans une cabane, c'est bien filmé, les acteurs sont bons, donc forcément j'étais un peu obligé d'aller plus loin, mais... Mais voilà, à partir de après l'énonciation des faits, voilà, le premier gros événement qui va se produire, c'est vrai qu'après c'est beaucoup plus long. On perd peut-être un petit peu ce côté thriller où on se pose des questions, etc. Puis où c'est très immersif et c'est très brut, comme il peut le faire Shyamalan régulièrement. Mais moi j'ai trouvé que c'était pas dérangeant. Parce que tu restes complètement au cœur du récit. Il te place sa caméra toujours à des moments, enfin à des endroits, pardon, qui sont hyper importants. Il y a un nombre de gros plans et il y a un nombre de, comment dire, un nombre de gros plans et un nombre de visions sur le regard des comédiens, sur leurs réactions, sur le côté familial. Alors pareil, le côté familial chez Shyamalan, c'est hyper important, que ce soit entre guillemets, de la famille par concours de circonstances, ou même une entité paternelle que tu pourrais avoir, voilà, par concours de circonstances, ou même en règle générale, bah, sur des films où, effectivement, l'enjeu familial est hyper important. Je pense notamment à Signe. T'avais quand même l'esprit de famille qui était là, hein, qui était évident. On peut penser, bon, même si c'est un peu moins bon, on peut penser à... enfin, même carrément moins bon. On a un Kassab, bien sûr. Je pensais à... Parce que le film tourne exclusivement autour d'enjeux père-fils. C'était... Non, je spoil rien du tout, mon Moody. Comment ça va, Moody? Non, non, je spoil pas. Je spoil aucun des 3 films. Bon, bah, Astérix, voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça du spoil? Mais non, Knock at the Cabin, je peux pas. Parce que j'ai trouvé ça trop cool, et parce que si je vous spoil, bah en vrai, le film n'a plus aucun intérêt. Donc là, il n'y a pas de spoil. Mais c'était After Earth, avec Will et Jaden Smith. Alors en plus, t'avais le rapport père-fils et le rapport père-fils IRL avec Will et Jaden. Donc voilà, c'était pas le film de l'année, mais on sent que le rapport familial est important. Là, c'est là où tous les flashbacks vont justement nous amener à comment dire, à ces notions bah, de famille qui sont hyper importantes. Et c'est plutôt bien manœuvré parce que le côté famille, enfin le côté couple homosexuel. On parlait par exemple de Last of Us où il y avait beaucoup de gens qui se disaient ouais encore des trucs d'homophobes, enfin encore des trucs d'homos, enfin tous les homophobes disaient encore des homos, ça c'est juste pour montrer des homos, machin, etc. Bon bref, des gens qui avaient rien compris au truc, enfin voilà, l'homophobe notoire. Mais c'était une histoire d'amour et je trouve encore aujourd'hui hein,
que dans Last of Us, Bill a été écrit homosexuel, mais tu mets n'importe quel couple hétéro, bi, etc., ça revient à la même chose, c'est une histoire d'amour. Là, pour le coup, dans ce film-là, ce que j'apprécie bien, c'est que le couple homosexuel est utile. Parce que ils vont aussi se poser des questions, forcément, et c'est vachement manœuvré au fur et à mesure de l'œuvre, sur est-ce qu'on n'est pas juste en face d'homophobes ou d'une secte un petit peu homophobe. Il y a un truc en plus avec un des personnages qui est important au niveau des twists qu'on apprend au milieu du film, un des 4 de la bande à Batista par rapport au couple. Et tu te dis, tiens, bon, est-ce que le couple se demande, est-ce que c'est parce que c'est peut-être une secte homophobe ou c'est parce que voilà, enfin je veux dire, ils aiment pas ça. Enfin ça, ils vont se poser des questions du style pourquoi ils nous séquestrent nous. Et effectivement, tu vas avoir cette vision de l'homophobie sur ces gens-là, cette vision raciste aussi, puisque la gamine c'est une asiatique, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur l'utilisation justement de l'homosexualité et du fait d'être étranger, enfin voilà, la petite fille asiate, etc., tout ça, sur un film où, bah, nous, en tant que spectateurs, on va se dire, est-ce qu'ils font ça parce qu'effectivement, c'est un délire un petit peu, voilà, de secte complètement perché, où les mecs, ils sont complètement fous, ou est-ce que effectivement l'apocalypse va arriver? Mais là, j'ai trouvé que l'utilisation, justement, d'un couple homosexuel et de tout ça était plutôt pertinente. Et c'est quelque chose qui est à retranscrire, parce que même si, bah, vous savez ce que je pense de tous ceux qui se plaignent du wokisme, etc., de ci, de ça, bon, je trouve qu'on en fait des litres et des litres pour pas grand-chose, tu vois, tous ceux qui vont dire que Last of Us c'est woke, par exemple, enfin, juste fermez-la, tu vois. Mais là, pour le coup, bah ça contrecarre encore plus que moi je considère parfois être un effet de mode. Le wokisme existe peut-être dans ce qu'on pourrait qualifier d'effet de mode. C'est-à-dire, j'avais souvent pris l'exemple d'Alien Covenant, parce que pour moi c'est le meilleur exemple possible, c'est Alien Covenant, tu places un couple homo, voilà, et tu le sais à la fin quand il y en a un des deux qui meurt, et ça n'a aucun intérêt narratif. Là, à part pour me dire, il y a un cahier des charges et il faut mettre 2 homos, je vois pas trop l'intérêt. Et même l'histoire d'amour, en règle générale, n'avait aucun intérêt, puisque dans Covenant, ça sert à rien. Pareil pour Star Wars, ou voilà, Star Wars 9, t'avais l'impression, enfin en tout cas l'impression, en tant que spectateur, qu'il faut mettre un couple lesbien qui se roule une pelle en arrière-plan, en plus c'est que des figurants, alors que, bon, bah voilà, c'est pas travaillé, ni quoi, ni rien, je vois pas trop l'intérêt. Je veux dire, si un personnage principal avait une liaison avec une femme ou un homme, si c'est une femme ou un homme, et que tu te dis, bon, bah oui, c'est travaillé dans l'histoire, c'est intéressant, c'est pertinent, comme dans Knock at the Cabin, ou comme dans, pourquoi pas, bah, The Last of Us, puisque c'est écrit comme ça, et que c'est une histoire d'amour avant tout, ok, mais c'est vrai que, putain, Alien Covenant et tout, machin, ça, voilà. Genre le petit bisou discret à la fin de Black Panther 2 pour souligner la relation lesbienne. Le terme pinkwashing est plus adapté pour ce genre. Pinkwashing, je connaissais pas du tout. Inexistant dans tout le reste du film et qui apporte rien. Ouais, bah voilà, dans ce cas-là, c'est ça, oui, bah c'est un peu le syndrome Alien Covenant ou quoi. Alors que tu vois, là, du coup, l'idéologie d'avoir un couple homosexuel qui va avoir peur et qui, justement, ne va pas tout de suite, évidemment, croire en ce que disent les autres et penser que c'est une secte, voire des homophobes, voire une sorte de guet-apens, etc., machin, ultra voulu, parce que, bah, effectivement, c'est des homos et qu'ils ont aussi peur et que vous le verrez dans les flashbacks, ils ont subi des traumas par rapport à ça. Bah ouais, ça, du coup, ça en devient pertinent. Puis après, derrière, t'as l'idée d'avoir une petite fille, adoptée, etc. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui, justement, font se mettre dans l'esprit du spectateur en même temps, aidé par la caméra de Shyamalan, des plans très longs, on sent qu'on prend notre temps. C'est pas filmé en temps réel, évidemment, mais ça se dure sur 24 heures à peu près, je crois, le film, hein, 24 heures ou 48 heures. Donc pareil, t'as vraiment le temps, en fait, de te dire, bah, les spectateurs, enfin, comment dire, les personnages, t'es avec eux, tu fais des choses avec eux, etc. Et c'est intéressant. La fille asiatique est plus proche de... pareil. Pareil. Vraiment, vraiment les deux pareil. Non, non, ouais, ça n'a pas de... Il n'y a pas un rapprochement particulier. Puis ça, narrativement, enfin, je peux le dire, parce que c'est pas un spoil, mais la fille s'entend aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Il n'y a pas de thématique particulière là-dessus. Mais tu sens en plus, ce que j'aime bien... Enfin, Shyamalan, moi, j'aime bien quand il manie le mystique. Et j'aime bien quand il manie le fantastique, etc. Et puis le doute planant du spectateur. Je l'avais déjà redit avec Sing, avec notamment... oh bon, même Incassable ou... ou merde. Putain, j'ai plus le nom. Je l'avais dit tout à l'heure. Le Village. C'est pas celui dont je parle le plus en général, le Village, c'est pour ça que j'ai des doutes. Pourtant, le Village est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien quand il joue avec le spectateur en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Les extraterrestres, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Les créatures, machin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant. Là, il revient à ces sources-là. Le pitch, en fait, je le trouve tellement, tellement fort que je trouve le tout petit défaut que je pourrais donner vraiment léger.
c'est que ça manque peut-être un petit peu de couilles sur la fin. Alors, et là, malheureusement, je peux pas dire au niveau des spoils, mais je pense qu'il y avait une prise de risque encore plus forte à apporter. Il y avait une prise de risque encore plus forte à donner vis-à-vis de ce film-là pour qu'on se dise, ah la vache, putain, il est vraiment allé jusqu'au bout du délire, dans plein de configurations différentes. Là, je vous spoile pas parce que ça peut aller dans des tas de pistes possibles. Mais j'aurais imaginé une chute, voilà, un twist. Je l'avais vu, hein, je l'avais vu dans le chat, mais voilà, peut-être un twist encore plus grandiose. Une fin encore plus forte. Un truc où tu te dis, ah putain, la vache, il est allé au bout du bout, quoi. Il est vraiment allé au bout du bout de ce qu'il pouvait. Mais bon, chez Shyamalan, en général, tu retrouves des fins en règle générale relativement similaires, et puis c'est aidé par la mise en scène, etc. Je trouvais par exemple que, me semble-t-il, la fin de Old. Alors Old, il y a beaucoup de gens qui ont détesté. Je sais pas ce que vous avez, je sais pas s'il y a des gens dans le chat l'ont vu. Je sais pas si Ace Moody par exemple, toi tu l'as vu, mais il y avait beaucoup de gens dans le chat qui en avaient parlé avec moi parce que j'avais sorti la critique de Old il y a pas, bah, l'année dernière. C'était déjà l'année dernière, mais j'avais trouvé Old plutôt bon. Euh, Long, mais le pitch était, enfin c'est surtout le final, voilà. Old, c'était un film qui prenait son temps, qui était assez long. Je trouve que c'était trop long à se mettre en route, un peu. Et puis le final, là, voilà, pour le coup, tu te dis le final à part entière, c'est-à-dire la dernière scène où t'apprends un peu le climax, tu peux être effectivement un petit peu déçu. Par contre, je trouvais que le dernier acte, c'est-à-dire où tout le monde pète un câble, etc., où ça part dans tous les sens, avec notamment la femme créature dans la grotte, etc., ça c'était exceptionnel. Ça c'était tellement bien filmé en termes de photos, de mise en scène, de gestion de l'horreur. Et le dernier acte comme ça, c'est quelque chose que tu retrouves un petit peu dans Knock at the Cabin sur les segments les plus forts, je trouve. Tu retrouves un petit peu là-dedans. Il y a des phases, je peux pas vous spoil, mais il y a des phases notamment entre les personnages qui sont dans le groupe à Batista, sur certains climax forts, qui sont dans le même acabit, pas du tout filmé pareil, pas du tout dans le même esprit, mais dans un style vraiment pur de la tension, et dans une mise en place de la tension qui est formidable. Et moi j'ai trouvé ça trop cool, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Alors j'y suis allé avec deux potes, hein, le Kenny, que certains connaissent évidemment dans le chat, et le Capé, que beaucoup ne connaissent pas beaucoup dans le chat. Je pense qu'ils ont été beaucoup moins emballés que moi, mais putain, moi j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais vraiment dedans, et j'ai trouvé que c'était costaud, quoi, que c'était un bon Shyamalan, pas le meilleur Shyamalan, pas voilà la grandeur d'un Sixième Sens ou d'un Incassable ou même d'un Signe, mais dans les vrais bons films de Shyamalan où tu sens le retour depuis Split. Alors Glass, faudrait que je le revoie parce que je sais que Glass j'avais plutôt apprécié, mais il faudrait que je le revoie pour me refaire une idée de pas peut-être le revoir à la baisse. Mais Split, c'était vraiment super. Old, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment bon. Et puis là voilà, il revient à ces trucs avec un peu moins de budget. On l'a vu, Shyamalan qui essaye. Enfin, moi je pense que c'est un mec à petit budget. C'est con, mais je trouve que c'est un réalisateur indépendant qui doit rester dans le cinéma indépendant où de temps en temps t'as un film qui va sortir, ça va être un giga carton. Mais dès qu'on lui donne trop de budget, dès qu'on blockbusterise ou qu'on hollywoodise un petit peu son truc, et ça devient moins bien. Parce que tu sens que c'est moins lui. Enfin, je veux dire, After Earth, c'est pas lui. Il y avait beaucoup de films comme ça où tu te dis, putain, on a perdu un peu de Shyamalan, qui est vraiment dans la machine hollywoodienne, où c'est quand même beaucoup moins dans ce qui s'est fait. Alors que là, il revient sur des productions qui doivent pas coûter un copec. Enfin, je veux dire, là, en termes de budget, je sais pas c'est quoi le budget, dites-moi dans le chat si certains le savent. Bah, le budget de Knock at the Cabin, honnêtement, bon, tu loues un chalet, tu fais un cachet à 4 acteurs et c'est plié, hein, à 2-3 effets spéciaux par moment, mais encore, c'est pareil. Dans la manière de filmer, je trouve entre guillemets l'apocalypse, la fin du monde, etc. Moi, ça m'a rappelé Rick Roman Vogue, qui est un soldat de l'authenticité, comme dirait John Berntal, que j'aime beaucoup, qui avait fait, je sais pas si tu l'as vu, Aïs, pour le coup, ce film-là, mais c'était, putain, il avait fait Greenland avec Gerald Butler, qui était super, parce qu'en fait, c'était filmer la fin du monde par l'intime, par le regard des personnages, en fait, qui vont être là, et on va le vivre de la même manière qu'eux,
grandiloquent, sans choses comme ça, sans 2012, ça sent Roland Emmerich. T'oublies Roland Emmerich, et même si Roland Emmerich a fait des bonnes choses, hein, et tu gardes l'intime, tu suis les personnages, t'es avec eux, et tu ne fais rien d'autre qu'être avec eux. Et tu vis ça de l'œil de quelqu'un de lambda, et j'ai trouvé ça super. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super parce que ça sort des sentiers battus et là c'est la même chose. Voilà, il y a un petit peu de Greenland là-dedans, dans le style de te dire c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, filmé différemment. Et puis en plus avec un côté mythologique et religieux et un pitch que je trouve génial. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Parce que vraiment c'était quelque chose. Moi j'ai trouvé ça très bon. Alors il y a le Kelly, mon vévère, qui est dans c'est la lutte, qui est dans le chat, qui me dit c'était cool, mais je vais pas le garder longtemps en mémoire. Je pense c'est relativement logique que je pense pour quelqu'un qui n'est pas forcément un adepte du cinéma de Shyamalan et qui a moins voilà, qui va pas aller chercher plus loin que ce que le film lui propose. Pas ça de manière négative, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan, donc je vais analyser vachement plus en détail les cadrages, les trucs, etc. Moi j'ai trouvé ça bon dans la mise en place de la tension, etc. Et les acteurs sont très très bons, et c'est vrai que moi je vous le conseille, mais je pourrais comprendre effectivement que voilà, vous le voyez, vous vous dites, bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Personne ne m'écoute, mais Butler en Kratos, je pense que ça le ferait grave. Comment ça va, mon Anto Aussi, Gérald Butler, ça pourrait. Moi, c'est physiquement, après, il faudrait qu'il se remette en canne. Il fait partie des 5 ou 10 acteurs où ça reste très crédible. Moi, j'ai tellement de Triple H, en fait, en tête, que forcément, j'ai du mal à en voir d'autres, mais ça reste effectivement tout à fait crédible, ouais. Ça reste tout à fait crédible. Mais Gérald Butler, c'est un acteur, faut qu'il soit encadré, c'est un bon comédien, mais faut qu'il soit avec un bon metteur en scène et un bon directeur d'acteur, quoi. Mais ah bah tu sais Kratos en vrai Ace Kratos c'est si tu ils veulent adapter le God of War PS4. Donc techniquement tu te dis bah si tu veux adapter le God of War PS4 en vrai il faut un mec assez âgé hein, parce que Kratos il a déjà de la bouteille hein. Donc si c'est adapté directement à partir du format PS4 en vrai, Butler c'est bon hein. Triple H Paul Levesque c'est bon aussi ça passe hein. Un beau message d'acceptation, mais déçu de la fin quand même, manque un peu de punch. C'est exactement ça. Le message sur l'homosexualité dans la société, toutes ces choses-là, c'est beau, sans être woke, sans en faire trop, parce que c'est indispensable dans l'écriture, notamment par rapport aux questions qui vont se poser sur la véracité de ce que disent le groupe de Batista ou non, ou si c'est juste une secte qui veulent s'en prendre aux homosexuels, donc ça c'est super. Mais ouais, ça manque, voilà, tu sens que ça manque peut-être un chouïa d'audace. Ça manque peut-être d'un chouïa d'audace, ça manque peut-être d'un petit je ne sais quoi à la fin qui aurait pu faire la différence, mais je l'ai trouvé vraiment quali. Et immense coup de cœur pour putain Dave Bautista. Parce que là, en ce moment, tout le monde en parle, et alors c'est devenu, mais vraiment, hein, c'est devenu un gros phénomène de société. Dave Bautista est-il le meilleur acteur qu'on ait eu depuis le catch, depuis sa période catch? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question. On a The Rock, sera probablement bientôt président, hein, donc c'est vrai que lui, c'est le mec le mieux payé au monde, etc. Là, bon, c'est The Rock, c'est The Rock, il faut pas y toucher. Mais moi, The Rock, je le trouve excessivement lambda dans son jeu. Je veux dire, The Rock, tu le sors de ce qu'il sait faire, il est rien en tant qu'acteur, ou presque. Le seul film, c'était du Rick Roman Vogue aussi, comme quoi. Mais le seul film où il a pris un minimum de risque, c'était Infiltré avec John Bernthal. Et il était bon dedans, mais il n'a jamais fait autre chose. Fast and Furious, il fait toujours la même chose. Jumanji, il fait toujours la même chose. Voilà, c'est le gaillard, blagueur, costaud, aventure, action, voilà. Donc pour moi, The Rock n'a rien de transcendant. John Cena est largement au-dessus. John Cena est ô combien au-dessus d'un mec comme The Rock. Ah puis alors Black Adam, il est mauvais, parce que de toute façon, Black Adam, le film est tellement nul que les seules choses que The Rock sait faire, il lui demande même pas de le faire. Donc c'est vrai que Black Adam, c'est une catastrophe. Mais John Cena est très bon. Parce que John Cena, il sait faire de l'humour, il sait faire de l'action, il sait faire du drame. Il est très drôle. Il est très très drôle. Et il joue très bien. Tu regardes dans Suicide Squad. J'ai pas aimé hein, le dernier Suicide Squad. Pourtant, c'est James Gunn. Enfin, j'ai trouvé vraiment ça ras les pâquerettes. Mais ouais, voilà, il lève son sourcil. Mais c'est vraiment l'archétype. Il est un archétype d'un archétype d'un archétype. Et c'est pas très transcendant. Mais je trouve que pour ce que j'ai vu de Peacemaker et pour ce que je vois de la carrière de Cena, dans de la comédie romantique parfois aussi, dans de la comédie, dans de l'autodérision, dans de l'acting, dans des choses qui voilà, puis même en règle générale, c'était le seul truc qu'on allait souligner de John Cena dans les productions WWE ou les films qu'il faisait à l'époque, 12 Rounds, The Marine ou tous les trucs comme ça, c'était pas terrible.
Mais on se doutait que John Cena allait peut-être pouvoir faire quelque chose parce que 12 Rounds, enfin, je veux dire, c'était pas si mal dans le genre film d'action pur. Et John Cena, il a commencé il y a un moment déjà sa carrière, mais là ça prend un énorme bang. Et j'espère que ça ira plus loin parce qu'il est en train de montrer une vraie palette. Mais c'est vrai que quand tu regardes voilà, The Rock ou bah, quand tu vois des mecs qui sont restés dans leurs propres stéréotypes, style Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin. Tous ces mecs-là, en fait, qui sont restés dans les mêmes rôles, en fait, qui n'ont pas fait grand-chose derrière la caméra, alors qu'ils ont quand même essayé dans pas mal de séries, dans pas mal de films et tout. Putain, tu vois Batista. Batista se plaignait il y a pas longtemps, là, qu'on lui propose pas de comédie romantique ou de film de romance, par exemple. Soi-disant en mode, bah, est-ce que c'est que je suis trop costaud ou est-ce que c'est que je suis trop laid, tu vois, il l'avait dit en rigolant, mais est-ce que je suis trop laid, en fait, est-ce que je suis si repoussant que ça pour pas en avoir? On peut dire ce qu'on veut, tu vois, sur la vanne, mais putain, moi j'aimerais bien, en fait. Parce que là, Shyamalan, il prend un risque. Il se dit, eh, je vais prendre Batista pour un rôle où le mec, il est super bon parce qu'il est à des années-lumière, mais vraiment, hein, de Drax et de ce qu'il a pu faire dans des films d'action ou des trucs comme ça. Ce qui se rapprocherait le plus de Knock at the Cabin pour lui, ce serait techniquement le Blade Runner. Où Blade Runner, il était vraiment complètement différent de ce qui se fait d'habitude. Mais là, tu le vois ému, touché, effondré, apeuré. Il passe par tous les sentiments différents. Il est en même temps, il a un physique impressionnant. Enfin, non, voilà, moi, je trouve qu'il est, je trouve qu'il est bon. Hein. En vrai, les seuls acteurs capables de jouer la rage à l'état pur, c'est John Bernthal ou Anthony Starr. Oh, il y en a d'autres aussi, mais là, la rage n'est pas forcément ce qu'on lui demande dans ce film-là à Batista. Il est beaucoup plus nuancé, c'est un être humain normal. Voilà, c'est un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir jouer un mec lambda, quoi. Et Bautista dans une romance, perso, j'y crois. Bien sûr, oui, oui, non, mais moi je pense qu'il serait totalement capable de le jouer et totalement capable de faire quelque chose de bon, puisque de toute façon, on l'a vu dans ce qu'il met dans l'émotion dans Les Gardiens de la Galaxie, il est émouvant quand il parle de sa famille, quand il est avec Mantis, etc. C'est bien. Hein. Est-ce que Rupert Grint te joue bien? Je l'aime bien dans ses servants de M. Night aussi. Je me demande comment il est dans le film. Il est bon. Il est bon. Il est. Alors, je peux pas spoil, mais il est bon. C'est tu le sentais déjà de base que Rupert Grint était un bon comédien dans Harry Potter, surtout dans la mesure où il avait beaucoup de scènes avec Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, que je déteste pas, hein, qui a réussi à se refaire un peu une légitimité derrière avec Horns ou avec Incassable ou d'autres, mais Daniel Radcliffe à partir d'Harry Potter 4, c'est très 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 dur. Hein. C'est très 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 dur. Harry Potter dans le 5, dans le 6 et dans le 7, trouve un mec plus monolithique et plus nul que lui, qui a littéralement que deux émotions, et qui a un air niais et benet tout le long du film. C'est une catastrophe. Alors forcément, derrière, bah, tu vois que Rupert Grint, lui, il est vachement plus dans l'acting, et il est vachement plus concerné, et c'est mieux. Et je l'ai redécouvert, moi, avec Knock at the Cabin. Je l'ai trouvé bon, voire très bon. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, mais il était aussi dans... je vais essayer de vous le montrer si je le retrouve. Il était dans l'excellent Charlie Countryman avec Shia LaBeouf, Mads Mikkelsen et Evan Rachel Wood, que je rappelle, je ne peux pas blairer, mais enfin, ça c'est un autre débat. Et il est aussi dedans, Rupert Grint. Et Rupert Grint est très bon là-dedans. Alors en plus, là, c'est un mec psycho, drogué comme jamais, etc. Donc très loin du personnage de Ron Weasley, mais il est très très bon aussi. Donc oui, Rupert Grint fait une belle presta. Mais tous les comédiens, hein, je veux dire, là, ils ont pris, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allez, il y a un ou deux caméos vite fait dans les flashbacks, mais il y a 7 acteurs en tout. Voilà, il y a 7 acteurs pour un film, c'est pas énorme. J'ai vu qu'il y avait 20 millions de budget, donc c'est vrai que, bon, oui, je pense qu'il y en a une grosse partie qui sont tombées dans le casting et les effets spéciaux, parce que sinon derrière c'est un huis clos, ça doit pas coûter bien cher. Mais vraiment, ouais, non, le casting est très 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 bon. Donc on va passer au film suivant, mais si vous voulez aller le voir, allez-y, parce que c'était très 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 bien. Babylone avec bah, tout le monde, à peu près, hein, avec Brad Pitt, avec Margot Robbie, et la participation extra spéciale après 2h40 de Tobey Maguire, qui est là pour 12 minutes. Mais quelle 12 minutes? Alors pour le coup, il a 12 bonnes minutes. Bon, il est là que 12 minutes, mais il a 12 bonnes minutes. C'est
C'est 12 minutes particulières quand tu connais Tobey Maguire, hein. Mais costaud quand même. Babylone de Damien Chazelle. Pour vous faire un condensé, je suis pas le plus grand fan de Damien Chazelle, vraiment. Mais j'étais curieux de voir ce film pour le casting. Voilà, c'était le casting, l'ambiance, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler en entrant en salle. Comment dire, je m'étais éloigné de toute la promo, voilà, des affiches, des bandes annonces, etc. Je n'avais pas vu grand chose. Mais globalement, c'est un très bon film. Et c'est un film tellement important quand tu aimes le cinéma. Quand tu aimes le cinéma, que tu veux apprendre le cinéma, que tu cherches à comprendre comment le cinéma a été fait, que tu vis certaines périodes cinématographiques, notamment là dans Babylone, donc le passage du muet au parlant, c'est tellement bien foutu, déjà dans la reconstitution du Hollywood de l'époque, mais aussi dans les états d'âme, l'émotion et ce que ça propose de ces comédiens qui n'ont pas passé le cap du cinéma parlant, de toutes ces choses-là qui ont été hyper difficiles à juger et hyper réalistes aussi, où tu as énormément de clins d'œil à des choses qui se sont véritablement passées, et c'est très riche là-dessus. C'est un petit peu, effectivement, voilà, tu retrouves un petit peu pas vraiment de The Artist, mais je trouve qu'il y a un petit peu de ça quand même dans l'époque, dans la timeline, dans les choses que ça peut apporter. Tu retrouves un petit peu aussi, voilà, dans les carrières un petit peu has-been, oui, tu retrouves beaucoup de Once Upon a Time in Hollywood. Ce qui est marrant, c'est que c'était déjà Brad Pitt, mais là, Brad Pitt serait un peu plus, comment dire, Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood. Mais oui, effectivement, c'est à peu près dans le même mood. Mais là, c'est tellement, voilà, babylonien, c'est-à-dire que c'est tellement grandiloquent, c'est tellement virtuose, c'est tellement grandiose, c'est tellement ça, que ça l'est peut-être un peu trop. Ça dure 3 heures. J'ai trouvé que par moment, c'était too much, qu'il en mettait trop, qu'il en voulait trop. Alors, c'est pas négatif, parce qu'il a envie de donner au cinéma. Tu sens par rapport à la conclusion, notamment du film, etc., où, voilà, c'est l'un des personnages du film qui se retrouve devant le ciné, et puis qui va... Alors, bon, Babylone, c'est pas vraiment un spoil, mais il va se retrouver, en gros, devant un film, et il va être voilà, émerveillé par ce film-là, et puis après, il va y avoir tout un jeu de montage où on va avoir tous les plus grands films de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a même Jurassic Park, Avatar. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas Thor Love and Thunder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça, c'est vrai que c'est ma petite... Voilà, je sais pas pourquoi il a pas mis Thor Love and Thunder. Encore aujourd'hui, je me pose la question. Mais c'est le mec qui n'en démord pas. Mais le running gag, il faut vraiment que je me mette une alerte Sweet Child of Mine, en vrai, des Guns. Mais non, le jeu de couleurs à la fin pour montrer la colorimétrie, des trucs, les machins. Ok, c'est virtuose. La bande-son est gigantesque. La bande-son de ce film est gigantesque. Vraiment. Que ce soit sur les titres que ça reprend, des titres actuels qui reprend en mode à l'ancienne, voilà, qui illustrent certains moments que j'ai trouvé vachement intéressants, et puis la bande originale classique, le jeu des comédiens, l'émotion que tu trouves chez Brad Pitt, qui est formidable, mais putain, il est tellement fort, lui, dans l'émotion que ça donne sur l'acteur, voilà, déchu. Enfin, il y a une scène qui est merveilleuse où il est avec une journaliste qui lui dit... c'est marrant, tu vois, parce que là, aujourd'hui, ta carrière est finie. Et pourtant, tu vas rester parmi tous les fantômes de l'histoire, etc. Et voilà, le jour où tu seras mort, finalement, tu comprendras que tu étais éternel. Parce que tu vas rester dans la mémoire et tu resteras dans l'histoire, même si là, aujourd'hui, effectivement, ton heure de gloire est passée. Je trouve qu'il y a tellement de propos, en fait, qui peuvent parler à n'importe qui. Je veux dire, de mon tout petit point de vue, et peut-être Case Moody le dira, mais moi, comment je vois YouTube, je l'ai souvent dit, mais de mon tout petit point de vue, je me suis toujours dit, bon, moi, ok, il y a eu une période où je faisais masse de vues, où j'ai pris des milliers d'abonnés d'un coup, etc., machin, aujourd'hui, c'est révolu, mon heure de gloire, elle est passée, aujourd'hui, je fais des petites vidéos, puis je me fais plaisir, puis voilà. Mais moi, j'ai toujours vu ça en mode, c'est pas grave,
Parce qu'au final, dans 200 ans, si YouTube existe encore et que ma chaîne, elle est encore là, si YouTube détecte pas les levrettes que je mets, en gros, dans mon documentaire sur John Berntal, tout se joue là, finalement. Hein. Ben, je me suis dit, écoute, moi, dans 200 ans, je ferai partie des 0,00001% des gens qui auront été dans l'histoire du cinéma par la critique, parce que j'ai tenté de faire dans le documentaire, etc., comme n'importe quel youtubeur, mais j'y serai quand même. Donc même si l'heure de gloire, elle est passée, je pourrais partir en me disant, frère, voilà, hein, t'as quand même été un petit rouage et t'auras quand même apporté quelque chose. Et là, c'est pareil, tu vois, ce passage-là m'a énormément parlé, parce que je me suis dit, putain, en fait, c'est ça, tu vois. Lui, pareil, son heure de gloire, elle est passée, mais ça restera une icône. Et c'est vachement bien de mettre ça en avant sur le film, parce qu'il y a énormément comment dire, il y a énormément de comédiens qui n'ont pas réussi l'avancée jusqu'au parlant. On le voit avec Margot Robbie, etc. Et on retranscrit énormément cette émotion, on retranscrit cette sensation, on retranscrit ce côté hollywoodien où déjà de base, on a quelque chose de très très fort, de très très abrupt, mais aussi un jeu, voilà, où bah c'est déjà de la production, du business, on s'en rend compte dès les années 30, etc. Moi, j'avais juste une toute petite envie, c'était qu'ils arrivent jusqu'en 33, parce que j'aurais aimé peut-être entendre parler de Cooper, ou voilà, parce que j'étais dans ma vidéo sur King Kong à l'époque. Donc forcément, entendre parler entendre parler de Cooper, Armstrong, et puis de King Kong, etc., ça aurait été super, mais là, on est beaucoup plus dans la fin du muet pour arriver au parlant. Puis toi, quand t'as des références cinématographiques, c'est vrai que tu te dis, ah tiens, le chanteur de jazz, tu le sens arriver un petit peu avant, puis tu te dis, putain, super, parce qu'ils l'ont mis, les caméras, les belles well, etc., tu fais, ah ouais, putain, enfin, c'est vachement respectueux, c'est bien filmé, il y a la photographie est somptueuse, mais effectivement, pour moi, c'est un peu trop. Genre, par exemple, la scène d'ouverture, burlesque, de grandiloquente, au pas possible, etc., tu pouvais la réduire d'un quart d'heure. Alors, c'est le côté Babylone, pour le coup. Mais pour moi, dans ça, tu pouvais le réduire d'un quart d'heure, parce que je trouve que l'intro est beaucoup trop longue pour ce que finalement, elle essaie de développer. Et il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Il en met énormément. Il y a énormément d'intrigues. T'as une intrigue sur Brad Pitt, t'as une intrigue sur le personnage principal, t'as une intrigue sur Margot Robbie, t'as une actrice sur le musicien de jazz afro-américain, sur le cinéma aussi, où t'avais justement les premiers plans d'afro-américains sur des chevaux, etc., où on dit souvent que c'était les premiers vrais, enfin les premières choses qui étaient en rapport avec le cinéma derrière. Il y a énormément, énormément, énormément d'informations et de condensés d'histoire. Et malheureusement, il y en a qui prennent le pas sur d'autres. C'est vrai qu'on s'attarde énormément sur le trio de tête, donc Margot Robbie, Brad Pitt et... alors, je me souviens plus du nom du comédien, mais qui est brillant, hein, le comédien qui joue le rôle principal, qui est là sur la photo juste à gauche de Margot Robbie. Moins, par exemple, sur le jazzman. Diego Calva, merci beaucoup, ouais. Et ce qui se passe sur le jazzman, sur la difficulté, par exemple, encore à l'époque d'être noir... sur tous ces points de vue un petit peu encore de ségrégation, sur les premiers noirs qui vont arriver au cinéma, etc., sur des scènes qui sont quand même assez dures. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont hyper pertinentes là-dessus. Je me dis, tiens, c'est con, parce que ça, je trouve que ça n'a pas été suffisamment mis sur le devant de la scène. Ça n'a pas été suffisamment travaillé. Il veut en mettre énormément parce qu'il sait, Chazelle, que c'est aussi une part du cinéma. Il sait que c'est aussi une part de ce cinéma-là, de cette époque du cinéma, sur l'émancipation de la musique, sur la musique de jazz, etc. Sur tous ces trucs-là, c'était hyper important. Mais c'est trop peu. Je trouve que c'est trop peu par rapport au côté grandiose qu'il voulait mettre, où il y a beaucoup, beaucoup de thématiques, et j'ai trouvé que c'était par moments un petit peu fouillis. Alors c'est long, le rythme est très bon, tu vois pas passer les 3 heures, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment bien ficelé, enfin c'est peut-être, encore une fois, je le dis, mais c'est tellement bien mis en scène. Pour les Oscars, je comprends pas que Damien Chazelle n'ait pas eu un Oscar pour une nomination pour le meilleur acteur, meilleur réalisateur, et Margot Robbie pour la meilleure actrice. C'est inconcevable, parce que Margot Robbie, c'était aussi, justement... la grande difficulté des comédiens, c'était de faire passer des émotions à la fois réalistes, parce que, réalistes pour le cinéma muet, donc il fallait avoir le niveau pour jouer du muet, ce qui est complètement différent. Quand tu regardes les jeux de muet, un petit peu, voilà... surinterprété parce que t'avais pas de paroles, les trucs. Enfin, regardez The Artist, c'est génial hein, ce que fait Bérénice Bejo et ce que fait Jean Dujardin dedans. Mais là, je trouve que c'est formidable. Il fallait non seulement faire ça, mais aussi être capable. C'est plusieurs rôles en un pour eux parce qu'il faut être capable de jouer ça,
de jouer la transition au parlant qui est difficile, de jouer le déclin, alors pour même carrément la descente aux enfers pour Margot Robbie par exemple. Enfin, il y a beaucoup de poésie quand même là-dedans, tu vois. Mais et puis en même temps, bah, être crédible dans son propre rôle, quoi. Parce que bah, tu vois, Brad Pitt par exemple, il faut qu'il soit crédible dans le quand il joue du muet, et puis quand il joue l'acteur, etc. Puis quand il joue son propre rôle, en se disant ah putain ça y est, je suis fini. Enfin c'est voilà, c'est là que tu vois la grandeur des mecs. Et moi je suis d'accord avec toi, Ace. Tu vois, moi c'est vrai que Margot Robbie, j'ai un peu de mal. Moi c'est vrai que c'est Harley Quinn qui m'a tué. Margot Robbie, parce que Margot Robbie, elle a des tas de rôles hyper pertinents hein, dans sa carrière. Mais comme elle est habituée à faire à peu près toujours effectivement la même chose et qu'elle a été surutilisée et elle a été tuée par le personnage d'Harley Quinn qui, hormis dans le premier Suicide Squad, Birds of Prey et Suicide Squad 2 sont lamentables, effectivement j'ai un peu plus de mal derrière. Mais quand elle joue ce rôle-là, elle est géniale parce qu'elle transmet des émotions. Quand elle a toute sa séquence, deux séquences où elle est formidable, c'est quand même la séquence où elle est justement en train de faire son rôle, la première fois qu'elle arrive sur un tournage, et puis que on lui demande de pleurer sur commande, etc., de chauffer des mecs, de ci, de ça, parce que c'est le but du pitch, et putain, elle est là, tu fais, oh la vache. Enfin, vraiment, elle est fantastique. Et le deuxième rôle, la deuxième scène qui pour moi est hyper iconique pour elle, c'est la fameuse scène de la première scène de parlant qu'elle va tenter de jouer, où là enfin, voilà, c'est une montée crescendo de ce que c'est faire le mieux Damien Chazelle, tu vois, c'est un feu d'artifice total où ça commence, et puis les gens s'énervent parce qu'il fait chaud, parce qu'ils sont arrêtés toutes les 30 secondes, parce que là aussi c'est intéressant de voir la différence à l'époque où bah, tu devais faire silence total, sinon tu devais recommencer depuis le début, où il y a des chaleurs pas possibles dans les cabines de tournage et de son, de trucs, de machin, où pour les acteurs ça devait être terrible, parce qu'il fallait qu'ils gèrent leur voix, mais ils savaient pas comment faire, c'était le début. Enfin, cette scène-là est extraordinaire. Alors, la première fois que Nelly, elle joue du parlant, c'est incroyable, et puis c'est une montée, enfin, je veux dire, enfin, ça devient hilarant sur la fin, parce que tu te dis, putain, mais ça va s'arrêter où, quoi, ce sketch, enfin, c'est vraiment très, très, très fort. Il y a cette scène-là, pour moi, avec elle, il y a l'introduction où ouais, elle est ultra sexy, gracieuse, mais là, c'est vrai qu'elle fait du Margot Robbie dans le texte. Et puis la première fois où elle va jouer tout court du muet, où je trouve que c'est superbe. Donc t'as ça, où Brad Pitt, bah derrière, c'est juste la classe et l'élégance. Enfin, je veux dire, c'est bon, globalement, Brad Pitt, c'est le mec classe, le mec. Voilà, c'est Brad Pitt. Tu te dis, ouais, enfin, il a un côté Once Upon a Time in Hollywood que je trouve vachement bon. Et puis les autres acteurs qui sont très bons aussi. Hein, je veux dire, Diego Calva, c'est super. C'est super. Dans l'amour qu'il porte au cinéma, dans cette montée dans la société, et puis en même temps dans le monde du cinéma qu'il va avoir, tout en restant humble, et puis tout en restant finalement le mec le plus humain. Qui est vachement bien. Dommage pour la scène scatologique qui gâche tout. La scène du... Comment dire? Bah, oui, il y a des trucs un petit peu too much. Je veux dire, moi, au début, quand je vois un éléphant, moi, chier sur un mec, je me dis, je suis pas convaincu que ça, c'était nécessaire. Quand je vois des jeux de nana qui pissent sur des mecs, parce que voilà, c'est le côté ultra délirant, de babylonien de la scène d'intro, ça, pareil, tu vois, je m'en fous en vrai. Enfin, c'est pas des trucs que moi j'ai envie d'aller voir. Donc ça, je suis d'accord qu'effectivement, c'est des scènes qui étaient largement dispensables. Ah bah tiens, bah oui, alors oui, bah Smoothie, lui, c'est sûr que c'est les 2 minutes du film pour lui seront les meilleures. Mais ah non, moi je peux, bah, tu vois, bon, c'est des trucs où je me dis bon, le film est tellement beau et poétique et intéressant dans la foulée que pourquoi tu vas partir là-dessus? Mais bon, voilà, ok, c'est parce qu'il faut faire le truc ultra grandiose, grandiloquent, etc. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'était pas le plus intéressant. Mais vraiment, voilà, c'est cette jonction de l'amour du cinéma qu'a Damien Chazelle pour le cinéma. C'est un film qui est fait par un amoureux pour le cinéma. Je pense que c'est un film vraiment pour le cinéma. Qui je pense, il l'a réalisé pour que ça reste dans les mémoires du cinéma. Bah, comme voilà, le film qui a montré l'évolution du cinéma en 3 heures. Parce qu'il il part du muet vers le parlant, mais sur la conclusion, il montre tout l'ensemble du cinéma. Ah, tu peux même penser au tout ce qui est le jeu de colorimétrie, je me souviens plus comment ça, c'était quoi le nom de la première machine qui a fait de la couleur. Il me semble que ça commence par un K, je l'avais étudié à la fac, mais je me souviens plus.
J'avais envie de dire le kiné quelque chose, ou je sais plus trop quoi, mais enfin bon, j'ai envie de dire Kinépolis, mais le Kinépolis, c'est les salles de cinéma à Lille, donc c'est pas ça du tout. Je me souviens plus c'est quoi le nom de ce truc-là, mais enfin, tu vois dans les jeux de couleurs, etc., qu'il a envie de parler de tout. C'était vraiment peut-être parfois un petit peu en surdose, parce que t'as tellement d'informations, mais c'est riche, c'est très 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 riche, c'est copieux. Disons que c'est un film que je trouve par moments brouillon, très 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 copieux, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que le cinéma, etc. Il n'y a pas que l'évolution du cinéma. Il y a aussi tout ce qui va être l'après-cinéma et puis le Technicolor. Enfin, je sais pas pourquoi je voulais mettre un K. Je pense que c'est Color ou je me suis dit Technicolor, mais ou Kinoscope. Ouais, je sais plus, enfin exactement. Enfin, je me suis un peu perdu dans ce titre-là, mais c'était ce que m'avait. Non, c'est le Technicolor, ouais. Je me suis un peu perdu là-dedans. Hein. Faut dire que la fac, c'est très, 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 très loin pour moi maintenant, les termes techniques. Mais, voilà, je trouve que c'est un bon film. Je comprends pourquoi l'Europe l'a apprécié. Parce que je pense que l'Europe a peut-être une culture cinématographique et je pense, un, un background cinématographique plus important que les Américains. Je pense que les Américains, ils ont surtout vu. Tu vois, c'est con, hein, mais je pense que pour beaucoup d'Américains, c'est un film long où ils n'ont pas forcément vu ce qu'ils voulaient voir parce qu'ils se sont cru que peut-être l'ensemble du film, ça allait être la première demi-heure où tout part en couille. Et ils ont peut-être pas saisi les nuances du film, les émotions des acteurs, et puis la lettre d'amour finalement que c'est pour le cinéma, comme Once Upon a Time, comment dire, l'était par exemple chez Tarantino. Et c'est vrai que voilà, c'est très copieux, c'est parfois un peu brouillon, mais c'est très bon. Et j'ai vu Léa qui était dans le chat, effectivement, on parlait de Batista tout à l'heure. Catcheur devenu acteur, là c'est bassiste devenu acteur. Je trouve que Flea est excellent. Alors moi, je l'ai appelé toute ma vie Flea jusqu'à me rendre compte qu'en fait il fallait l'appeler Flea. Mais Flea, c'est le bassiste des Red Hot Chili Peppers qui avait notamment joué dans cette superbe, magnifique série qui était Kenobi. LOL, mais où pour le coup, bah, il était bon. Enfin, on pouvait pas lui reprocher grand-chose à Flea dans sa participation à Kenobi. C'est juste que Kenobi qui est nul. Mais j'ai été impressionné par le mec. Je l'avais pas vu dans beaucoup de choses. Je suis un bon fan des Red Hot Chili Peppers, pas un gros fan, mais j'ai mes périodes Red Hot où il y a quand même, putain, première partie des Red Hot, quoi. Jusqu'à Stadium Arcadium, c'est quand même, enfin, toute cette zone-là, là, One Hot Minute, et puis même tout avant, là, oh là, c'est incroyable. Mother's Milk, enfin, ça, pour moi, c'est des albums, c'est des anthologies. Hein. Mais voilà, pour un mec qui est musicien à la base, on le sait, qui fait le show sur scène, etc., qui est giga charismatique, réussir à pondre ça, tu vois, et puis putain, être crédible, avoir une vraie perf, où on le voit en plus, il a du texte, il a beaucoup plus au début qu'au milieu et à la fin, mais il revient dans la dernière partie du film pour quelques séquences, etc. Putain, je me suis dit, ouais mec, chapeau, parce que franchement, ouais, tu gères. Black Summer était cool, Black Summer était cool, l'album avec... Dark Necessities était bien aussi, c'était un bon comeback. Oh, puis même Aquatic Mouse Dance, enfin le dernier, l'avant-dernier album qu'ils ont fait du coup, parce qu'ils en ont sorti un là encore plus tôt, enfin plus récemment que j'ai pas eu le temps d'écouter. Mais ouais, Black Summer, c'était quelque chose. Et j'ai trouvé que bah, son jeu était très bon. C'est le premier film où je me dis que Pete était pas beau. Alors, no homo, moi je pense que Brad Pitt, je trouverais jamais un film où le mec, je me dis pas, objectivement, il est quand même hyper BG. Bon, d'un autre côté, je vais pas non plus voir le film pour me dire, est-ce que je m'assois en salle dans l'optique principale de savoir si Brad Pitt est beau. C'est vrai que je vais pas m'asseoir là pour ça. L'avantage de Margot Robbie, c'est que tu t'assois, t'as même pas posé un quart de fesse, que tu la vois, tu te dis, bon bah, elle est magnifique. Voilà, ça c'est des choses, bon, ça s'invente pas, c'est comme ça. Mais c'est des rôles qui leur vont super bien. C'est des rôles qui doivent... Ouais, j'ai parlé de Knock at the Cabin en premier, le chat. J'ai trouvé ça excellent. J'incite beaucoup de gens à aller le voir, j'ai trouvé ça excellent. Mais non, ouais, je trouve que c'est un film qui est vraiment très fort, qui est une belle lettre d'amour pour le cinéma, qui est intelligente, qui est trop copieuse, je pense, qui est trop peut-être trop vouloir en donner, trop prendre d'axes, trop prendre d'histoire cinématographique, en mêlant aussi effectivement avec de la fiction, le passage avec Tobey Maguire par exemple, qui n'a aucun impact sur l'ensemble du film d'un point de vue histoire du cinéma, mais qui est complètement décalé. Donc la scène est superbe, mais tu te dis, putain, t'as l'impression de voir deux films différents en fait. D'une scène à une autre dans Babylone, t'as l'impression de voir deux films différents. Ça n'a rien à voir. Les états d'âme de Margot Robbie, voilà, toute une séquence où elle va se battre contre un serpent, tu te dis, putain, la vache.
D'ailleurs, ça fait plaisir de revoir Eric Roberts, le père de Julia Roberts, qui faisait que des directs ou DVD absolument cramés et des films de genre depuis très longtemps, série Z. Et puis il là revient dans un grand film, qui joue le père de Margot Robbie. Le père de Margot Robbie dans le film, c'est le père de Julia Roberts dans la vraie vie, au cas où, si vous ne le saviez pas. Eric Roberts. Mais voilà, t'as beaucoup de séquences comme ça où c'est hyper copieux, parce qu'il faut parler de la vie de tous, faut parler du cinéma, faut parler de la musique, faut parler du côté Babylone ultra exutoire total, et pas mal de choses comme ça. Non, Eric Roberts, je crois que c'est le père ou le frère, je me souviens plus. Non, c'est le père de Julia. Ah non, c'est peut-être le frère, t'as peut-être raison. Je dis peut-être des conneries. Alors c'est la... Non, il me semble que t'as raison, Luchat. Je crois que c'est le frère de Julia Roberts. Parce qu'effectivement, Julia Roberts, je me dis, bon... Enfin, ou alors il l'aurait peut-être eu à 9 ans, mais ce serait compliqué. Non, je crois bien que c'est le frère, ouais. Eric Roberts. Ils sont de la même famille. Enfin, Eric Roberts a eu une belle carrière à une époque, et il a fait que des films très très médiocres pendant un temps. Enfin, tu sentais que je crois qu'il avait même fait un... Il n'était pas dans un Carnosaur. Je crois qu'il devait être dans Carnosaur 2 ou Carnosaur 3 ou le premier Carnosaur, je sais plus. Enfin, c'était assez terrible. Et puis bon, là, il revient dans un rôle, il revient dans un rôle qui est certes tertiaire, mais voilà. Si pareil, si t'aimes le cinéma, c'est une gueule de cinéma quand même qui est plutôt intéressante, qui a eu des traversées du désert, mais qui là revient, qui a fait quand même pas mal de grands films, hein, ou des apparitions même dans des grands films. C'est possible aussi. C'est pas un acteur majeur, mais c'est quand même un bon acteur. Puis frère de Julia Roberts, enfin, voilà, tu sens que la lignée est présente. Et non, c'est à voir. C'est à voir parce que c'est une belle fresque. Moi, je le qualifierais de fresque. C'est une vraie fresque de cinéma. C'est une vraie fresque de cinéma avec une belle photographie. De temps en temps, t'as l'impression voilà, d'en prendre plein la tronche sur des tas de thématiques différentes. Puis des fois, t'as l'impression de voir des tableaux. Puis tu te dis, ça s'arrête sur voilà, le plan, parmi les plans finaux qu'il y a sur le Diego Calva qui regarde le film, t'es complètement subjugué, puis après il va partir sur son montage ultra dithyrambique où tu mets un petit peu tout ce qui a fait le cinéma d'hier jusqu'à aujourd'hui, puis tu termines sur des t'as Jurassic Park, Avatar, enfin tu te rends compte que Damien Chazelle il connaît son cinéma, et puis qu'il a mis vraiment tout ce qu'il aimait, et puis tout, finalement, je pense, les films qui ont été importants pour la technique, c'est aussi pour ça que j'aurais aimé voir King Kong, parce que quand tu regardes, j'y pense là, mais c'est aussi un film qui est énorme sur la technique du cinéma. Au-delà d'être une lettre d'amour au cinéma, c'est aussi une forme de technique, parce que quand il met... Moi, je l'ai interprété comme ça, mais quand il met... Il y a un plan qui dure très longtemps, où t'as juste de la couleur, en fait, t'as l'impression de voir des taches de peinture, littéralement, hein, qui arrivent sur l'écran et qui se mélangent, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu le mets là? T'aurais peut-être pu le mettre avant, je sais pas exactement ce que tu veux dire. Est-ce que, voilà, tu veux réutiliser ce côté babylonien? Est-ce que tu veux réutiliser ce côté visuellement, le feu d'artifice? Est-ce que c'est aussi... Moi, j'ai pris ça comme ça, pour le coup. Est-ce que c'est justement pour le Technicolor, l'arrivée de la couleur, etc. Rappeler aussi qu'il y a de la technique qui est importante. Et quand tu mets Terminator 2, très important pour la technique et les effets spéciaux, Jurassic Park, le film le plus important pour l'avancée des CGI et les animatronics, et Avatar, le film qui a tout changé au niveau de la 3D, pour justement conclure un film qui est sur le muet et le parlant, qui est aussi de la technique, parce que oui, voilà, le muet et le parlant, ça a été de la technique à part entière, quoi, je veux dire, vraiment, ça a été une avancée extraordinaire. Ouais, je pense que, tu vois, il se dit, je vais utiliser des films qui, à un moment donné, ont été hyper importants pour la technique, pour le cinéma, mais aussi pour la technique et pour la création et pour ces choses-là. Et moi, je trouve ça fort, quoi. Alors, ça pète dans tous les sens, il y en a dans tous les sens, et c'est vrai que c'est très copieux, mais c'est bien, c'est vraiment bien, hein. Oui, oui, c'est Terminator 2 qui... Alors, je sais plus s'il met le premier Terminator, mais enfin, j'ai le plan de Terminator 2 qui me revient en tête évidemment avec le T-1000. Puis voilà, il choisit le plan où en plus on le revoit en train de se remodeler. Bon, c'est évident parce que tu te dis, bah ouais, forcément, c'est là où tu te rends compte que à cette époque-là, les effets spéciaux avaient fait un bang incroyable. Il met Matrix pour le bullet time, toutes ces choses-là. Ouais, je pense qu'il présélectionne. Il se dit, tiens, ça c'est important pour mon cinéma. Ça c'est important pour l'histoire de la technique, des effets spéciaux. Il englobe tout. Et c'est vrai qu'il englobe tellement que tu te dis, ah, putain, c'est vraiment, vraiment lourd, mais c'est fort. C'est fort. Il est 22h03, on est pile dans les temps, on a déjà fait 1 heure, on va passer, je pense, un petit peu plus de temps sur le dernier. Yes, sir! Allez! Allez! Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu.
On reprend une lampée là parce que on va en avoir besoin. Euh, Ça va être honnêtement, euh, ça va être un petit peu une critique pas défensive, mais nuancée, parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et je vais commencer par un constat très 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 simple. Le film, j'ai l'impression, ne pouvait pas être apprécié parce que les gens l'avaient déjà tué des mois avant sa sortie. C'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible. C'est pas terrible. C'est pas bon. On peut pas dire que c'est bon. Mais c'est pas si terrible que ça. Je pense que le film déjà a eu dès les prémices de sa sortie une tare qui est bonjour, je suis fait par Guillaume Canet. C'est voilà, je vais reprendre Astérix. Depardieu sera pas là, ça va être Gilles Lelouch. On a un casting avec des méga stars, des trucs, des machins, etc. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont dit ça pue. À raison et à tort. À tort parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas Guillaume Canet. Il y a une hypocrisie et une mauvaise foi sur Guillaume Canet qui est extraordinaire. Je crois que c'est mon père qui me citait Écran Large, qui disait Écran Large, je crois, hein, qui faisait une vidéo en disant mais Guillaume Canet, de toute façon, c'est pas un réalisateur, c'est un acteur. À part avoir fait un film entre potes rapidement, là, dans un chalet, il a rien fait. Les Petits Mouchoirs, Ne le dit à personne, Rock'n'Roll, Blood Ties avec Zoé Saldana et Clive Owen. Je veux dire, si les Américains sont aussi venus le chercher et qu'il a pu faire un truc, je pense que c'est pas un guignol, et Guillaume Canet, en tant qu'acteur, est tout sauf un guignol. Ce serait bien déjà de remettre l'église au centre du village. Faut pas chier sur Canet parce que le film est loupé, parce qu'effectivement, je pense que Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, par rapport à des tas de trucs, c'est un film qui est loupé, notamment son budget et le fait que c'est pas drôle du tout. Mais ça, on y reviendra dans la partie critique. Mais c'est aussi important, comment dire, faut aussi le remettre au village. C'est effectivement un réalisateur. C'est pas qu'un acteur, c'est un réalisateur. Et c'est un bon réalisateur qui est capable de faire de bonnes choses. Et il a proposé de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses. Les Petits Mouchoirs, Ne le dit à personne. La suite des Petits Mouchoirs qui était pas mal non plus. D'ailleurs, dans le cinéma français, c'est quand même un mec qui a une patte, qui fait quelque chose, qui s'exporte, qui tente des trucs. Et j'ai envie déjà, ne serait-ce que de saluer le mec parce qu'il a au moins tenté le truc. Il a au moins tenté de faire Astérix. Il a au moins tenté un scénario adapté, original, et pas faire une bande dessinée. Ce qui est pas forcément évident, ce qui est peut-être pas forcément un bon choix, mais au moins il a tenté un truc. Et je pense que c'est quand même à dire, parce que, bah écoute, enfin voilà, tu vois, c'est bien de chier sur le mec sans arrêt, mais à un moment donné, ouais, bah au moins il a tenté quelque chose. Au moins il a tenté quelque chose. Donc il y avait déjà ça où je pense que les gens n'aiment pas Guillaume Canet, comme Gilles Lelouch, Jean Dujardin, etc. Aujourd'hui c'est de bon ton de pas aimer ces mecs-là. Donc déjà je pense qu'il a souffert de ça, et de son casting de superstar, et honnêtement, soyons honnêtes, il a souffert énormément de son star system. En vrai, le star system dans le film, il passe parce qu'on s'en fout. C'est 15 secondes de caméo dans le meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, c'est 2-3 caméos qui sauvent le film, style Zlatan. Parce que très franchement, Zlatan, heureusement qu'il est là, parce que c'est la seule scène dans 10 ans dont on se souviendra, je pense. Donc tu te dis, ok, le star system n'était pas du tout le point négatif du film. Vraiment pas, hein. Je veux dire, McFly et Carlito, j'ai chié dessus avant la sortie, en mode ça fait chier de les avoir là-dedans. Sur la 10 secondes. Big Flo et Oli, ils sont là 10 secondes. T'as même pas le temps de te dire, oh merde, ils sont là, qu'ils sont déjà partis. Donc c'est pas le problème du film. Deuxièmement, le problème, c'est que... Ah ben ça oui, le copinage, effectivement, le cherche, bon oui. Mais alors ça, on va y revenir, parce que justement, Marion Cotillard... Enfin, ça, on y reviendra après. Là, je fais déjà le préambule. Le problème Canet, le problème Star System. Le problème communication. Entre Vincent Cassel qui te dit... Ah, j'adore Vincent Cassel, mais entre Vincent Cassel qui te dit c'est le meilleur depuis Mission Cléopâtre, le truc à ne surtout pas dire, malheureux, qu'est-ce que tu viens de dire là? Parce qu'en disant ça, tu vas faire en sorte que tous les gens vont comparer avec Mission Cléopâtre. Et tu te mets 3 balles dans chaque pied, dans chaque bras en disant cette phrase. Surtout ne compare jamais avec le film de Chabat. Il est intouchable pour 90% de la planète. Il est très bon. Il est très 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 bon, hein, le Mission Cléopâtre. Et en termes de communication, c'est un désastre.
C'est un désastre. Voilà, c'est pas possible. Parce que tu vas inciter les gens à comparer. Tu vas te dire, ah ok, on le promeut comme ça. Alors que déjà, comparer, moi, vous savez que je suis pas le plus grand fan des comparaisons de films, etc. Parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais alors là, putain, qu'est-ce que t'as pas dit? Et alors, Canet, pareil, c'est maladroit. Canet qui dit que ce film doit marcher. S'il vous plaît, allez voir le film, allez voir le film. Ça a été perçu comme ça. Parce que il a pas tort, des films comme ça financent des petits films. Il a pas tort, des films comme lui, qui cartonnent au box-office, font en sorte que derrière, par rapport au studio, etc., ça va apporter de l'argent pour produire et créer d'autres petits films. Mais dire, mon film doit marcher, c'est important que ça fait forcing, 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 et surtout dire, sinon on n'aura plus ce genre de film-là par la suite, je suis désolé, mais 65 millions dans un film comme ça, c'est léger. Le film est trop léger pour 65 millions. Je lui ai trouvé des qualités, mais pas suffisamment pour 65 millions d'euros de budget. 65 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte, 65, même aux États-Unis, c'est un budget qui est quand même pas mal. C'est hyper maladroit parce qu'il a raison sur le fond, mais sur la forme, pas du tout. Et surtout en parlant d'un film comme ça qui est même pas bon, parce que le film n'est pas bon. Moi, je le considère très moyen. J'ai pas passé un mauvais moment de... Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment devant la deuxième partie. La première partie, j'ai soupiré fort et je me suis dit, le temps va être très très long, je vous cache pas. Mais à partir du moment où Zlatan arrive, je trouve que ça s'accélère un peu et c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que la première partie est vraiment vraiment pas bonne et très longue et je me suis dit, putain de bordel. Et non, le film est pas terrible. Mais pas si terrible que ça, justement, parce que il était préprogrammé pour que les gens ne l'aiment pas. Voilà, c'était prévu dès le début. Je me suis dès le départ, avant même que y ait des bandes annonces, on savait que les gens n'allaient pas aimer. C'était sûr depuis le début, rien que par le principe du casting, des trucs, des machins. Et c'était évident. Maintenant, regardons les faits, parce qu'il faut parler des faits aussi filmiquement. La réalisation, elle est pas mauvaise. Il y a des beaux plans. Il y a quelques beaux plans, notamment des plans larges, des plans sur l'ambiance, des plans sur les décors, une mise en scène qui est quand même relativement léchée. Alors tu vas me dire, pour 65 millions, heureusement, mais une mise en scène qui, voilà, est relativement soignée. On n'est pas sur du DTV, on n'est pas sur du téléfilm, on n'est pas sur du film français, là, actuellement, où on voit tous les jours 1000 fois pire. Là, on n'est pas sur du classique, malheureusement, et vous verrez que je vais dire largement l'inverse dans ma vidéo sur les infidèles, parce que le cinéma va bien au-delà de ça. Il y a le cinéma fantastique, il y a des vrais bons films de genre dans le cinéma français. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma français va bien, si on va chercher plus loin. Titane, des Graves, voilà, du Gaspard Noé, des choses comme ça. Voilà, il y a des vraies bonnes choses. Maintenant, le cinéma français tel qu'il se vend et tel qu'on le voit le plus souvent, c'est vrai que c'est naze. Et c'est largement pire que Astérix en termes d'ambiance, de mise en scène, de décor et d'ambition. On peut pas reprocher à... Comment dire on peut pas reprocher à Canet d'avoir de l'ambition et d'avoir tenté un truc. Ça, c'est une évidence. Il y a une belle photographie sur certains plans. On revient sur Zlatan, mais la scène de Zlatan, elle est incroyable. Ça dure pas longtemps, mais putain, d'un point de vue visuel, de photos, même d'idées, parce que pour le coup, on va en parler des références après, même les références sur Zlatan sont plutôt justes et assez subtiles, mais là, la mise en scène, elle est super forte. Elle est super forte, et vraiment, tu te dis, putain, il est capable. Il y a des plans comme ça, par-ci, par-là, pas beaucoup, mais il y a des plans où... ah oui, bah Black Adam, je trouvais que c'était de la merde. Bah Black Adam, pour moi, c'est pas bien pire. Hein. Black Adam, pour moi, puis sur le fond et la forme, Black Adam, c'est de la merde. Après, il y a des similitudes. C'est-à-dire, Canet qui plagie outrageusement Chabat, Black Adam plagie aussi outrageusement Marvel, on va y revenir après. Mais voilà, il y a des choses qui sont quand même à sauver pour voilà, des petites formules de mise en scène par-ci par-là, des petites choses intéressantes en termes de plans, en termes de photos, en termes d'esthétique par-ci par-là, en termes de réalisation où tu sens qu'il aime l'Orient, qu'il a envie de le donner. Et qu'il essaie, voilà, de mettre des chorégraphies des combats qui sont hasardeuses par moment, je suis d'accord, mais qui ont l'idée de vouloir mettre des chorés de combat ou des choses comme ça. Oui, il y a un amour pour cette sensation-là, pour cette session-là, qui est, je pense, plutôt intéressante. Vraiment, je pense qu'elle est plutôt intéressante. Il y a Gilles Lelouch, qui est pour moi formidable. Désolé, mais il y a Gilles Lelouch. Alors, le casting asiatique aussi est très bon, je ne le connaissais pas, mais je trouve que ça se marie bien dans le rôle, et je les trouve plutôt pertinents, parce que là, tu sens que c'est des vraies comédiennes, etc., et ça dégage quelque chose. Gilles Lelouch, je l'ai trouvé très très bon.
apparemment aidé par Depardieu, soi-disant, de ce que j'ai cru comprendre, enfin de ce que j'en discutais tout à l'heure, et on me disait qu'il avait aidé par Depardieu pour le rôle. J'ai trouvé Gilles Lelouch fantastique, touchant, émouvant, très bon dans la comédie. Enfin, c'est un mec entre La French, Les Infidèles, Bac Nord, Astérix, enfin, et tout ce qu'il a fait, machin, putain, tu te dis, merde, Gilles Lelouch, c'est quand même un acteur incroyable. Et en voilà pour les points positifs. Maintenant, on va parler de ce que représente malheureusement 75% enfantin aussi, tout ce qui est bien hein, chez Obélix, effectivement. Là, on va parler de 75% du film, tout ce qui n'est pas bien. Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu n'est pas drôle du tout. Il n'est pas drôle du tout. Il est gênant, il est cringe par moments, et à aucun moment il n'est capable de prendre le meilleur de ses comédiens, et il fait même ressortir le pire. J'adore Jonathan Cohen, il m'a gonflé dans le film à en faire des litres et des litres et des litres. Et le problème, c'est le nombre d'autoréférences qu'il va y avoir dans le film qui sont purement indigestes. Jonathan Cohen qui te dit « il y a trop d'amour dans l'aventure ». Ok, une fois c'est bien, deux fois c'est bien, trois fois on a compris que tu faisais une référence à la flamme, ceci, cela. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, alors que j'aime beaucoup Jonathan Cohen. Alors moi je suis pas comme toi, Alice, pour le coup, moi Jonathan Cohen, moi j'adore tout ce qui est la flamme, etc. Mais là tu te dis, frère, tu te fais que des autos à chaque... Orelsan, qui a pourtant pas un rôle catastrophique, tu vois, lui au moins c'est du système, mais qui a un petit rôle qui correspond bien à son personnage, etc., mais qui termine en disant « Ouais, moi je vais continuer à naviguer pour voir si la Terre est ronde. » Ok, frère, c'est bon. On a compris, c'est bien, ouais, référence à ta musique, etc., parfait. Vincent Cassel, qui joue bien, mais on peut pas lui dire qu'il joue mal. Mais l'utilisation de César est lamentable, et je parlerai pas de Marion Cotillard, qui est une bonne, voire une très bonne actrice. Mais là, putain, ce qu'ils ont fait de Cléopâtre, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a une différence entre des références qui sont intéressantes et le trop plein de références. Il y a la référence sur Zlatan, des choses subtiles. Style, on l'a pas encore vu. Où est Antivirus? Il est à Milan. Évidemment, il joue au Milan AC. La référence est bonne pour Zlatan. Zlatan, Antivirus, voilà, le truc le méga grandiloquent au service d'une bonne scène. C'est bien. Zlatan qui se blesse, etc. C'est des références drôles. Alors là, c'est moins subtil, mais c'est des références qui sont drôles. Maintenant, moi, j'ai du mal quand, en fait, c'est des mecs qui sont là pour s'auto-référencer. Pour un mec comme Zlatan, ça marche, parce que pour un mec comme Zlatan, il est déjà bigger than life. C'est un mec qui déborde de partout. Maintenant, pour des acteurs, en fait, où tu peux aller chercher leur humour, d'accord, mais remettre des références à eux systématiquement, pour moi, c'est too much. Jonathan Cohen qui fasse du Jonathan Cohen, d'accord, mais là, je trouve que déjà, ça fonctionne pas. Et en plus, il s'auto-référence H24 plusieurs fois, c'est pas drôle. Un mec comme Vincent Cassel, qui, dans l'espace d'une scène, va citer 15 fois Johnny, je me dis, au début, tu fais une vanne sur « Ah, ça y est, ça m'a redonné l'envie d'avoir envie. » Ok. Mais pourquoi tu refais 5 blagues sur Johnny derrière? C'est trop, c'est lourd, c'est gênant, c'est cringe, c'est pas marrant. Et le problème, c'est quand je suis allé dans la salle, elle était pleine, que ce soit les enfants ou les adultes, personne ne rigolait. Moi, il y a que Zlatan où j'ai rigolé, et le moment où Jonathan Cohen fout une droite à un aveugle, parce que ça me fait trop rire de dire « Ne sous-estime pas la puissance de l'aveugle », et l'autre lui met une giga droite en mode « Bon, bah voilà, c'est bon, c'est trop facile. » Parce que voilà, c'est de l'humour à la con, mais si... Ragnar, voilà, la présence de Ragnar le Breton qui va foutre une gifle à un mec, tout, parce que au moins ça a le mérite d'être du star system que tu vois 10 secondes, donc c'est pas gênant. Mais quand c'est sur des acteurs que tu vois très souvent et qui sont totalement à côté de leur pompe, de leur rôle, là c'est plus c'est plus emmerdant. Vincent Cassel, enfin, c'est même pas lui, le personnage est complètement à côté. Chose qui est intéressante, c'est qu'on voit bien que César, il est loupé depuis trop longtemps. Alain Delon s'était loupé, Fabrice Lucchini s'était loupé, Vincent Cassel s'est loupé, alors que pourtant, c'est 3 acteurs qui sont tellement des Césars. Ils sont tellement des Césars, genre... Évidemment que c'est des choix brillants pour César. Mais là, dans ce qu'on leur fait faire, c'est lamentable. Marion Cotillard, c'est une bonne actrice, mais le parti pris là de Marion Cotillard qui n'est même pas présente dans le film, qui ne sert à rien, Cléopâtre,
quand tu vois le côté grandiose qu'avait Monica Bellucci, là, c'est juste histoire de dire, et malheureusement, je suis d'accord, c'est du copinage, bon, je ramène, alors, je sais plus s'il est encore avec Marion Cotillard, Guillaume Canet, hein, mais soit je ramène ma femme, soit je ramène mon ex-femme, etc., parce que, voilà, et puis je ramène tous mes potes, et puis je lui donne une scène parce que, bah, écoute, voilà, il faut faire participer les copains. Oui, là, tu te rends compte que c'est juste pour faire participer le truc, parce que le créneau de César sur sa relation avec Cléopâtre n'a aucun intérêt dans le film. Ni narrativement, ni le reste. Donc, ils sont toujours ensemble. Bon, voilà, bah, c'est pour faire venir madame. Donc, je peux comprendre, mais ça n'a aucun intérêt. Alors que tu as des références ou des moments, on l'avait déjà vu, mais c'est une bande de potes. Regarde, par exemple, Hellphone, de James Hutt, qui avait été le réalisateur de Brise de Nice. Il y a une arrivée de Jean Dujardin à un moment donné en caméo où bah, on croirait, on jurerait voir Brise de Nice, etc. Là. C'est subtil. Dans Brise de Nice, il fait revenir. Je pense que c'est Jean Dujardin qui fait revenir un pote à lui. C'est putain, c'est un acteur que j'aime beaucoup en plus qui avait joué dans Camping. Je me souviens plus son nom. C'est le mari de Mathilde Seigné dans Camping. Bon, il a une toute petite scène où dans Brise de Nice, je crois que c'est lui qui présente les finales de surf. Tu fais revenir ton pote comme ça pour un petit caméo, ok, parce que c'est subtil, c'est pas, voilà, tu vois, ça en fait pas des tonnes. Là, tu sens que Marion Cotillard n'a aucun impact dans le film et qu'elle est là parce que c'est Marion Cotillard. Et elle est pas avec une meuf, Cotillard, il l'est plus depuis l'an dernier. Ah, donc il l'est plus, alors, bah, alors bon, bah, de toute façon, c'est pas très intéressant, c'est pas important. Puis, enfin, bon, voilà, on se dit, ils ont rompu en mars 2022, et ma source, c'est Guillaume... D'accord, ok. Bon, bah, ils ont rompu. Bon, bah, ils ont rompu en mars 2022, peut-être que le tournage était déjà fait, peut-être c'était avant, après, ou quoi. Enfin, tu te doutes bien que, de toute façon, s'il y a Marion Cotillard, c'est parce que c'est aussi l'esprit de groupe, voilà, de ces gens-là, qui ont un esprit de groupe depuis Canal, puisqu'ils avaient fait... Justement, ça c'est un bon comparatif. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le débarquement? Parce que le débarquement réussit tout ce que réussit pas en fait. D'un point de vue humoristique et de comédien, comment dire? Oui, oui, on s'en fout, mais enfin, on s'en fout et on s'en... Oui, qu'ils soient ensemble ou pas, on s'en fout. Qu'il y ait un côté copinage et que les mecs qu'on ramène ne sont pas les rôles, ça par contre, on s'en fout moins. C'est ce que je voulais dire avec Marion Cotillard. Mais dans le débarquement, c'est un groupe de potes qui font des sketchs, qui font des parodies, des trucs, et ça marche parce que ils ont pas le poids déjà d'Astérix sur les épaules, et c'est vachement plus subtil, nuancé, et puis on va beaucoup plus chercher dans leur humour à eux pour s'adapter à leur humour. Guillaume Canet n'est pas du tout bon en Astérix. Qui reste derrière la caméra, parce que pour moi, c'est vraiment pas le problème, au contraire, c'est même ce qui, entre guillemets, tente de sauver un peu le truc, c'est la réal et l'ambiance et la photo, voilà, il y a un petit quelque chose qui ressort par moment. Mais il n'est pas bon du tout en Astérix, Guillaume Canet. Quand t'as vu Clavier ou même Cornillac, qui était pas mauvais non plus, eux, ils ont l'âme des Astérix. C'est le débarquement, c'était pas tout bon aussi. Non, il y avait des trucs un petit peu achetés de temps en temps. Je crois que le débarquement 2 était un peu moins bon, mais il y avait des choses qui étaient bonnes. Ah bah le sketch de Marion Cotillard qui se transforme en ours, par exemple, était pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Mais le gendarme avec Jean Dujardin, c'était génial. Tu vois, c'était une balance. Mais au moins ça marchait parce qu'il y avait moins de pression et puis parce que tu sentais que le truc groupe de potes était moins préjudiciable. Là, c'est vrai que Guillaume Canet aurait dû rester derrière la caméra et caster quelqu'un d'autre pour jouer Astérix. Philippe Catherine, je le trouve, putain, je pouvais plus. Vraiment, il a fait 2 blagues, c'était consternant. Voilà, il a à peine fait 2 blagues, c'était consternant. Et il y a trop de choses comme ça, trop de références et d'autoréférences, où il y a des références qui par moments sont bonnes, et des références qui par moments sont dans l'autoréférence et qui sont lamentables. Il y a des situations vraiment qui, on se demande à qui d'ailleurs et pour qui est fait le film. Parce qu'il y a des références, tu te dis, bon, des références à Edith Piaf, des trucs comme ça, ok, c'est cool, mais il est où le projet là? On sent que là tu te fais plaisir. Il y a pareil, toute une séquence où il y a une nana dans une taverne qui va parler avec Marion Cotillard à la fin du film, et puis qu'elle est là au début, tu te dis que c'est peut-être une référence à Edith Piaf, des choses comme ça, puis Edith Piaf, Marion Cotillard, elle a joué la môme, tout ça. Ok, mais là putain, en fait c'est juste Guillaume Canet, tu vois, qui fait plaisir à Marion Cotillard et qui va se faire des blagues, tu sais, intramuros, etc., machin, mais putain, il est où le rapport avec Astérix? La référence là n'est pas utile, c'est de l'autoréférence que tu te fais toi-même et à ton groupe de potes. Et c'est pas forcément... voilà, je pense que c'est pas forcément ce qu'on était en droit d'attendre. Alors que des références sur Zlatan sont beaucoup plus... Enfin, pas subtiles, mais beaucoup plus intéressantes, parce que là, pour le coup, elles sont beaucoup plus dans l'idée.
Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, mais on sera tous d'accord pour le dire. Il y a pas mal de repompage à Chabat quand même. Et ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup, notamment dans le côté Astérix tombe amoureux, Obélix tombe amoureux, hop, gros plan sur le visage, un petit peu subjugué comme ça, avec une musique langoureuse. Ouais, bah ouais, mais sauf que Chabat l'avait déjà fait longtemps, longtemps, longtemps avant, dans le sens parodique. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'avait fait dans le sens parodique longtemps avant. Là, forcément, on voit ça, on se dit, ah ouais, bah, c'est pas incroyable en fait, parce que ça repompe beaucoup ce que Chabat faisait, et au moins Chabat, bah, voilà, c'était la première fois qu'il le faisait dans de la parodie, quoi. Ah oui, c'est une erreur d'essayer de faire comme Chabat, c'est se tirer une balle dans le pied, ça sert à rien, ce sera fait en moins bien parce que ça a déjà été fait. Et là, sur les trucs un petit peu, comment dire, ouais, tiens, on se met de la musique, le côté langoureux, faut forcément qu'Astérix et Obélix c'est une idylle, ceci, cela, bon ouais, c'est vrai que ça fait très Chabat. Alors c'était peut-être le cas aussi dans les BD, moi j'en ai pas lu beaucoup, notamment avec Obélix, Falbala, etc. Mais quand on arrive à te dire finalement, tu vois, que bah l'une des choses que j'ai préférées dans le film, c'est Angèle. Parce que, tu vois, c'est l'avantage. C'est très paradoxal d'ailleurs. Ce qui est gênant, c'est. Pas ce qui est gênant dans le sens. Oh là là, je suis gêné. Ce qui est gênant dans le sens qui est emmerdant, c'est. Tout ce que le film aurait dû réussir. Et ce qui finalement est pas gênant. Et finalement, ce qui passe à peu près, c'est tout ce qu'on pouvait anticiper comme catastrophique dans le film. C'est les présences. Pareil, putain. Le coup des pirates. Aucun intérêt du tout le coup des pirates narrativement dans Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, à part vraiment pour repomper Chabat et ce qu'il avait fait en moins bien. C'est quasiment la même mise en scène, c'est quasiment la même chose. Et tu te dis, t'es obligé de revoir Chabat parce que t'es obligé de te dire, putain, c'est quasiment filmé de la même manière. Enfin voilà, tu vois, c'est... Là, au moins, il y a un petit peu de combat et ils coulent pas leur bateau, mais tu sens vraiment la même ambition, le bateau qui coule de la même manière, avec Issa Doumbia qui est là, qui fait ça, là où Mousse Diouf faisait la même chose quand il commence à couler. Je dis, putain, il faut innover un peu, je veux dire. Et le souci que j'ai, c'est quoi le film? Il a coûté 65 millions. Et que de temps en temps, effectivement, ils tentent de faire du grandiose. De temps en temps, ils tentent d'avoir des figurants et des figurants et des figurants. Que en termes d'effets spéciaux, c'est pas trop mal. Que en termes de mise en scène, etc., c'est pas trop mal. Qu'il y a certains plans qui sont, notamment avec Zlatan, assez iconiques. Qu'il y a une réalisation qui est plutôt bien. Qu'il est allé tourner à l'étranger, c'est plutôt cool. Mais est-ce que quand tu regardes ce film-là, tu te dis ça vaut 65 millions? Bah non. Bah non, parce que putain, avec 65 millions d'euros, tout ton star system, tu le vires. Tant que tu gardes Zlatan et un ou deux autres à la rigueur, tu les payes pas comme ça. Et la thune que tu utilises, bah tu la réemploies pour faire des vraies scènes. Et c'est ça qu'aurait été important. Je pense. C'est ça qu'aurait été beaucoup mieux. Ce que je veux dire, que le star system soit pas dérangeant, c'est un fait. Mais bon, McFly et Carlito, ils ont dû toucher un petit billet. Angèle, elle a dû toucher... Enfin, il y a encore Angèle, moi... Je suis pas objectif, mais tout film qui a une scène avec Angèle est une scène réussie. Mais puis, enfin, moi j'aime bien Angèle, donc voilà, j'ai appris à la redécouvrir un peu avec le titre qu'elle a fait avec Damso. Je trouve que c'est une nana qui joue bien, qui a un univers. Moi j'aime bien Angèle. Et puis Angèle en Falbala, ça passe très bien parce que pour ce qu'on lui demande de faire, de toute façon, c'est pas trop mal. Et je trouve que ça passe. Mais voilà, tu gardes Zlatan, tu peux garder éventuellement Angèle, etc. Mais derrière, tu reprends des acteurs ou tu vas chercher des acteurs un petit peu lambda pour remplacer des Jérôme Commandeur qui sont mais lamentables dans le rôle parce que même s'ils sont pas là longtemps, c'est pas du Astérix, ils ont pas l'âme de Astérix, ça ne va pas du tout. Si tu remplaces McFly et Carlito, Big Flo et Oli qui touchent des petits cachets et qu'avec ce cachet-là, tu réemploies pour de vrais comédiens par exemple, bah, pour jouer Astérix ou des vrais, enfin plus de mise en scène, plus de scènes épiques, tu vois, la scène finale, la faire plus grandiose. Là, ça aurait été intéressant, tu vois, c'est bon. C'est ça qui est dommage, quoi. Angèle qui avait fait un titre, je crois, avec Dua Lipa, il me semble, qui était pas mal non plus. Enfin, moi, Angèle, voilà, j'écoute pas tout, c'est pas du tout mon style musical, mais je respecte et il y a deux, trois trucs qu'elle fait qui sont relativement sympas. J'aimerais voir un Astérix en vrai héros. Ouais, parce que là, t'as limite l'impression que c'est un peu... c'est du vu et revu, et puis t'as même l'impression... Il est presque antipathique. C'est ça qui est terrible. Alors, Jonathan Cohen l'est complètement, mais c'est un peu écrit comme ça, mais par moments, Astérix, je le trouve antipathique.
Il y a beaucoup de propos, par exemple, où tu te dis, ah tiens, ça y est, là tu retrouves un petit peu le wokisme, la place de la femme, les véganismes, les trucs, les machins. J'ai eu très peur pendant la première moitié du film parce que je me suis dit, ils se prennent au sérieux. Avec leur truc de, il faut mettre la femme en avant, la femme n'a pas sa place nulle part, ceci, cela, le véganisme, il faut arrêter de manger de la viande, oh non mais il faut surtout pas, la potion pareil, non il faut arrêter, moi maintenant c'est des légumes, les trucs woke, machin et tout. Au final, tu sens que ils s'en moquent, ils en jouent, et ils s'en moquent eux-mêmes de plus petit à petit. Mais non, non, parce que Roawin, au final, tu sens qu'ils en jouent, ils s'en moquent un peu eux-mêmes. Pendant la première partie du film, c'est un petit peu genre, tu te dis aïe aïe aïe. C'est pas utile parce que c'est très forcé et grossier. Et en fait, à partir d'une péripétie avec Vincent Cassel où il dit tu veux un César féminin, des choses comme ça, là ça redevient un peu mieux parce que tu te rends compte qu'ils se moquent un peu d'eux-mêmes, qu'ils se moquent un peu de ces codes-là. Et puis après, bon, Astérix termine par rebouffer une demi-douzaine de sangliers, etc. Puis tu te dis bon, ok, donc ils ont compris les codes, ils en jouent un peu, ils essaient d'être. On a compris les messages et c'est important de mettre ces messages-là sur la place de la femme, le véganisme, etc. Mais on va aussi en jouer parce qu'on peut rire de tout. Ça allait à peu près, mais bon. Djoko, le nombre de... Alors, c'est la deuxième fois qu'on me dit Djoko aujourd'hui, je me dis Djoko, putain, je pense à Novak Djokovic. Jonathan Cohen, j'ai bien aimé, mais j'ai vraiment été déçu de ce film, j'avais envie de sortir de la salle. Moi, c'est la deuxième partie qui m'a fait me dire, c'est pas si terrible, mais je t'avoue que si le film entier avait été comme les 45 premières minutes, ça aurait été très très dur. Parce que le film est très moyen, c'est vrai qu'il est pas terrible, hein. Il est pas si terrible que ça pour les raisons que j'ai évoquées. Je pense pas qu'il mérite tout le torrent de haine qui se prend sur la gueule, parce que il faut rappeler un truc. On s'en tape des merdes, hein. On s'en tape des merdes qui sont pas ambitieuses du tout. On s'en tape des saloperies de films qui peuvent être parfois même à consonance raciste ou ceci ou cela, ou ultra bien-pensance woke ou ceci ou cela. On s'en tape, hein, des bonnes comédies bien franchouillardes, bien françaises, comme tu te tapes tous les étés, des trucs totalement pétés, que t'as déjà vu 150 fois. La comédie familiale, la comédie romantique, le drame, machin, tu vois, le fameux drame à la française, où c'est deux gonzes qui vont se regarder pendant 1h40 en mode, putain, il se passe rien, c'est chiant comme la pluie. Alors que voilà, de temps en temps, t'as des films comme Barbac, qui est ambitieux, et que moi j'ai adoré avec, mais j'adore Fabrice Eboué aussi. Barbac, qui est ambitieux. L'année du requin, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais quand même, ça au moins, ça tente un truc. Ça au moins, ça tente quelque chose. T'en as des films comiques comme ça qui vont tenter des trucs. Je suis un fan immense de Bedos. Alors, on va me dire, ah, putain, voilà, bon, je sais que Nicolas Bedos n'est pas aimé. Moi, putain, Nicolas Bedos, je peux te dire que j'ai refait là récemment, et je vais parler des infidèles prochainement, là. J'ai refait récemment, là, ces semaines mythomanes et trucs. Il y a pas un mec aujourd'hui, je pense, qui est capable d'écrire comme écrit Bedos. Nicolas Bedos, c'est le firmament de l'écriture littéraire. Tu peux l'aimer ou pas, mais il écrit trop bien, ce gars. C'est des mecs comme ça, avec la belle époque, avec des... Ouais, et derrière, putain, allez demander à Demoiselle d'horreur ou d'autres, mais t'as le cinéma français qui va faire du film genre Titane, qui va faire Grave, qui va t'emmener chez du Gaspard Noé, où t'as l'impression de voir un peu du Lars von Trier, et puis Darren Aronofsky, où, franchement, Gaspard Noé, heureusement qu'il est là, parce que pour le cinéma français, c'est super. Comment dire, t'en as beaucoup aujourd'hui qui sont capables de faire des choses comme ça, voilà, avec encore plus le film de genre, hein, qui revient beaucoup en France. Il y a des choses qui sont pas mal, ou au moins qui tentent des trucs. Alors pareil, Smoothie, tu peux ne pas avoir aimé l'année du requin, je le prends en exemple parce que qu'on aime ou pas, on peut pas nier que putain, ça a tenté quelque chose. T'as OSS, c'est fantastique. OSS fantastique. Et alors moi, OSS 117.3, j'ai adoré, hein. Je l'ai en steelbook, c'est du Bedos, moi j'ai adoré, hein. Alors je veux dire, j'ai aucune honte à le dire, moi je l'ai trouvé très bon. Et osé, dans une époque où on n'ose plus, où voilà, on a du mal. Donc ouais, non, moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien. Mais voilà, tu te dis, on tente des trucs. On tente des trucs, et puis derrière, bah pour moi, Astérix, c'est un peu, il est là le cul entre deux chaises, quoi. Est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on le tente pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on n'est pas assez, ou voilà. Ah, mais tu peux pas nier que ça tente quand même quelque chose, et que ça ne le réussit pas, voilà. Je pense que Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, ça tente un truc, mais ça ne le réussit pas. Mais... c'est autre chose que toutes les merdes qu'on peut avoir jusque maintenant où tu te retapes sans arrêt la même chose. Putain, enfin, les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, 3, 14, 27, tout ça, ça va être bouffé jusqu'à la moelle alors que c'est consternant. Tous les trucs, ouais, toutes les comédies où
T'en as des mecs qui tentent aussi, tu vois, comme Philippe Lachaud, mais moi, ça me fait pas rire du tout. Je trouve ça vraiment mauvais, mais au moins, ça tente deux, trois trucs par moment sur un ou deux films. Mais sinon, le stéréotype de la comédie familiale bien pensante, ceci, ça, j'en peux plus de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le cinéma français, tu vois que ça. Le nombre de fois où, je pense que ça vous nous... Dites-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que ça nous est arrivé à tous, d'aller voir un film, et dans les bandes annonces, il y a forcément la bande annonce familiale d'un film, là, voilà, qui va sortir, où tu te dis, t'as l'impression d'avoir vu la bande annonce 40 fois, sur le même sujet, avec les mêmes acteurs. Allez, globalement, 90% de ce que fait Didier Bourdon maintenant. Voilà. Voilà. Pourtant, j'aimais bien hein, à l'époque, etc., mais... La comédie préformatée où tu sais que t'as Didier Bourdon dedans, tu sais déjà que ça va être de la merde. Parce que tu te dis, tiens, il y a Didier Bourdon dans ce film-là, mais j'ai l'impression que cette bande-annonce, je l'ai déjà vue l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Oui, parce que ça fait 10 ans qu'en fait, on fait la même chose dans le cinéma qui marche et qui attire des gens. Alors oui, effectivement, c'est Titane, Grave, Gaspard Noé, ça va moins amener de gens. Hein. Ça, c'est pas le même public. Mais, ou Christian Clavier, voilà, ouais, le film typique avec Christian Clavier. Où ça fait chier. Parce que putain, Christian Clavier, à une époque, frère, bah c'était quelque chose, quoi. C'était quelque chose. T'avais les bronzés, les trucs, voilà, bon, c'était populaire, mais je trouve que ça marchait quand même un petit peu mieux, puis il y avait un petit peu plus d'audace, il y avait un petit peu plus de choses. Puis Christian Clavier, c'est surtout un bon comédien, hein. Il a fait de vraies bonnes choses, même dans le drame, théâtre et tout. Tu vois, c'est pour ça que moi je suis content aujourd'hui que Caméra Café soit revenu. Parce que, quand tu vois Caméra Café aujourd'hui et le bol d'air que c'est, tu te dis, ah oui, mais ils sont pas morts en fait. Merci Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, hein, qui ont encore une paire de burnasses qui te posent sur la table en mode bah, nous, on a compris notre temps, et puis bah, on va parler de notre temps, ça plaît pas, ça plaît pas aux Parisiens, bah oui, bah, les Parisiens ils ont rien compris, hein. Bon, bah, c'est leur problème, mais par contre ça a plu à beaucoup de gens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris le délire. Dans Astérix et Obélix, je trouve que les blagues et toute situation étaient ultra mal amenées. Oui, aussi, t'as pas de sens du gag, parce que le problème principal, c'est bientôt la soupe qui sera populaire. La soupe populaire. Bon, laisse tomber. Mais ouais, non, mais tu te dis, quand tu regardes Astérix et Obélix, il y a, je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais une blague toutes les 5 secondes, 10 secondes. T'as pas un moment de pause. Et le problème, c'est qu'en fait, quand t'as 95% vraiment des blagues qui tombent à plat parce que c'est pas drôle, mal amené, mal écrit, il y a un gros problème d'écriture aussi, clairement, hein. Bah, tu les remarques encore plus. Voilà, parce que tu te dis, ah, ouais, mais bon, bah frère, c'est pas marrant. C'est pas marrant, mais sauf que là, ça fait 2, 3, 4, 5, 12, 20, 30. Bah frère, là, ça fait un quart d'heure que le film il a commencé. 40 blagues mal écrites, surjouées, surinterprétées, surréférencées, comme je disais, avec des autoréférences, des trucs, des machins, où tu te dis à chaque fois, putain, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Comme si le spectateur, tu le prenais pour un benet et qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, fallait lui mettre ça, tu vois. Donc bon, pour moi c'est pas bon quoi. Les références sur Angèle et Orestal étaient tellement forcées. Oui, oui, bah oui, oui, bah oui, oui, tu peux les avoir les références et quand tu les as, tu te dis bon, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Alors qu'Orelsan, sa participation était pas trop mal, il avait au moins un petit rôle qui servait à quelque chose et puis ça allait plutôt bien en pirate un petit peu, mercenaire, etc. Un peu reggae, Bob Marley, pourquoi ça va bien avec le gars. Puis il joue pas trop mal en plus Orelsan. Mais là, voilà, tu conclus encore par, tu sais, cahier des charges. Une note sur 10, 4. Je lui mettrais 4. C'est 4,5. Allez, 4,5. Parce que c'est très moyen, c'est pas terrible, c'est en dessous de la moyenne. Mais j'irai pas mettre 1. Je trouve que c'est quand même très hypocrite de mettre 1 ou 2, parce qu'il y a quand même 2-3 choses que j'ai dit au début du live qui sont pas trop mal. Tu peux pas, voilà. Je trouve que ce qu'on peut faire de César avec Vincent Cassel, écrire César comme ça, quand t'as Vincent Cassel, c'est consternant. C'est consternant. Écrire la relation avec Cléopâtre comme ça, sachant qu'elle n'a aucun intérêt scénaristique, ça fait mal au cul. Utiliser Marion Cotillard, qui est une très bonne actrice pour ça, le rire forcé tout le temps. La scène avec Marion Cotillard où elle rigole sans arrêt, voilà, elle rigole, elle rigole, elle rigole, elle fait que ça, elle rigole, elle rigole, elle rigole, parce que bah elle se fout de la gueule de... Puis les blagues du style, oh t'as une petite bite, oh bah t'as une toute petite, voilà, personne ne s'est marré.
Parce que c'est mal amené, tu te dis, putain, mais c'est éculé depuis 30 ans. On est au pays des Asiates et il faut forcément que Manu Payet dise, ah bah personne ne vous respecte parce qu'ils pensent que vous avez une toute petite armée, une petite armée. Putain, je serais Jean Benguigui dans On n'est pas couché, j'aurais buzzé en disant Pierre Béchin ne faisait déjà plus ses vannes depuis 1970. Ah, t'es là, tu te dis, bah non mec, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle, parce que je veux dire, c'est mal amené, puis putain, c'est vu à des années-lumière. Et le pire, c'est que la blague sur la tub des Asiates, tu l'as 10 minutes avant avec la tub de Cassel. En mode, ah, il y en a, ils ont des gros chibres et beaucoup d'entrain, et puis Marion Cassel qui dit, ah, il y en a qu'on ni l'un ni l'autre. Putain, Vincent Cassel qui est là, qui se fait marcher dessus tout le long. Bah, prends pas Vincent Cassel pour ça. Alors, le contre-emploi est intéressant, mais il est loupé parce que l'écriture est mauvaise. Il est loupé parce que l'écriture est mauvaise. Alors que l'écriture d'Obélix est géniale. Parce que Gilles Lelouch, il capte la tendresse, le côté enfantin, le côté poétique, le côté drôle, les mimiques, l'attitude. Moi, Gilles Lelouch, je l'ai trouvé génial. Parce que, bah ouais, lui, il a capté ce qu'il fallait faire. Peut-être aidé par Depardieu, mais honnêtement, c'était lui le plus dur. Si c'était mauvais, tout le monde aurait dit, sans Depardieu, c'est impossible. Là, il arrive à être bon, et on arrive à se dire, c'est pas si mal, en fait, Lelouch. Ce qui est un double tour de force, hein, parce qu'il fallait passer derrière. Super, parfait, pas de problème. Maintenant, à un moment donné, bon, tu te dis, ouais, c'est cool, mais enfin, moi, je me dis, il y a peut-être mieux, je pense qu'il y avait mieux à aller chercher qu'avoir que un ou deux rôles majeurs. Parce que là, il y a vraiment que un ou deux rôles qui sont bons, quoi. Et merci Gideon pour le don, merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Tu en fais pas partie et je vais pas voir le film, mais ça me dérange que les Français vont voir Astérix en sachant très bien que cela sera mauvais. C'est ce que je disais un petit peu au début. Alors, il y a de la curiosité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui peuvent être aussi, ou ailleurs, qui peuvent être curieux de savoir, bah, qu'est-ce que ça va donner, hein, Astérix, voilà, fait par Canet, etc. Qu'est-ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être curieux. Après, t'as peut-être aussi de la curiosité malsaine, hein, voir jusqu'à quel point, voilà, ça va être mauvais. Mais je suis d'accord avec toi, et j'irai même plus loin. Je pense que le truc un peu morbide, c'est pas d'y aller en souhaitant que ce soit à chier pour ensuite en dire de la merde. Ce qui était morbide, c'est il y a des mois et des mois de dire que c'était de la merde, avant même que ce soit sorti. Je pense que ces gens-là sont relativement les mêmes. Mais ça, après, tu le vois sur YouTube, ça a fait des centaines de milliers de vues pour des tas de gens. Quand tu vois que ça tire sur la corde et que t'en as plein qui font vidéo sur vidéo sur vidéo, ou voilà, ou ceci ou cela, ou je vais pas encore dire du mal parce que c'est tiré sur une ambulance qui de toute façon n'a même plus de moteur, mais où Merèche fait critique depuis ses chiottes, etc., où le mec se filme limite. Merèche, c'est l'amputé du chic, du bon goût, de la bien-pensance et de l'intelligence. Ce mec n'a rien. Voilà, je sais pas, c'est comme si tu te disais, t'es en 14-18 et puis t'as un soldat qui a plus de jambes et en fait, bah, son intelligence était dans ses jambes. Voilà, bah c'est triste. Bah ouais, malheureux, t'es tombé sur une mine et ton intelligence, elle était dans ton orteil gauche et ça fait des années que tu l'as plus. Ce qui est dommage parce que Merèche, c'est quelqu'un qui a pourtant qui a travaillé là-dedans et qui a une culture cinéma et qui, je pense, a une culture intéressante, mais qui, voilà, préfère faire des trucs sur ses chiottes parce que, bah, ses abonnés vont trouver que c'est fantastique, grand bien leur face, et qui va faire 12 vidéos sur le sujet pour parler de ça, parce que, bah, oui, forcément, quand tu fais 100 000 vues, ou 50, ou 30, ou 40 000 vues sur un truc, ah bah allez, parlez. Mais alors que c'était déjà, peut-être, je pense, pour beaucoup, préformaté derrière, pour dire ça. J'ai pas vu les vidéos de Merège, on m'en a parlé qu'il y en avait eu plusieurs, mais enfin, quand j'ai vu le titre Astérix et Obélix, le pire du milieu, je suppose que c'est ce qu'il a pas aimé. Mais enfin, il y en a plein d'autres, voilà, qui vont parler de trucs, parce que ça fait le buzz, parce qu'il faut parler de l'actu. Ouais, bon bah oui, et c'est les mêmes qui, à mon avis, bah voilà, se disent, il y a un filon à faire, là où par exemple, Intercut ne le fait pas. Intercut, j'ai pas vu sa vidéo, mais Intercut, apparemment, c'est une très bonne analyse, il fait un truc à chaud, ce qui est pas son style, mais j'en ai entendu énormément de bons retours, où le mec, bah oui, en fait, Intercut, il est malin, le buzz de putaclic, il s'en bat les couilles un peu, il a trouvé qu'il y avait des choses à dire sur le film, il le dit de manière sensée, rationnelle et pertinente, je suppose, parce que c'est un mec, pour les vidéos que je regarde, qui est pertinent. Donc voilà,
Tu vois, c'est la balance entre un tech qui se dit, je peux prendre un sujet populaire, en faire un truc bien, et d'autres qui vont se dire, bah tiens, il y a un truc populaire, donc je vais le manœuvrer sur du populaire, et puis je vais surfer dessus, jusqu'à plus soif, bah parce que je sais très bien que c'est la tendance du moment. Mais je pense pas que ce soit là que tu vas trouver les choses les plus pertinentes. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qui, moi, me traumatise, parce que vous savez que bah voilà, ces gens-là, je les porte pas forcément dans mon cœur, et pourtant, j'ai regardé la vidéo de Merej sur Knock de Cabine, parce que j'ai eu beaucoup de critiques négatives, et lui il avait trouvé ça très bon. Et j'ai regardé par curiosité sa vidéo, parce que c'était un des seuls où j'avais vu une critique positive dans l'instant T. C'est là que tu te dis, ah ben au final, oui, il connaît le cinéma, il sait en parler, parce que quand il parle de petits trucs comme ça fait pas forcément beaucoup de vues, mais où il se fait un peu plaisir et tout, tu retrouves le Merej qui, bah, ouais, qui a une connaissance du cinéma, de Shyamalan, et puis qui, voilà, où j'étais d'accord avec ce qu'il disait, et où je trouvais qu'il y avait un petit intérêt. Mais ça, c'est une fois sur 1 million, malheureusement. Et c'est même pas que lui, c'est le YouTube en règle générale. Je pense qu'aujourd'hui, là, tu regardes sur YouTube, t'as 1 million déjà de critiques sur Astérix. Mais sur les 1 million, moi, je trouve que il y en a quoi? Il y en a peut-être 4 ou 5 qui auront de l'intérêt. Pour le coup, j'ai pas pu tout voir parce que j'ai regardé sa vidéo avant d'aller voir Astérix. Je voulais pas me spoil ce qu'il en avait pensé, mais j'ai regardé le préambule de la nouvelle vidéo de Mediavore. Bon, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je trouve ça malheureusement un peu dommage qu'ils changent de chaîne avec un nom comme Final Cuts. J'ai peur que niveau référencement, etc., c'est un peu se tirer une balle dans le pied, et j'ai peur que ça. Enfin, bon, je me pose toujours des questions sur est-ce que Mediavore fait bien de faire 2 chaînes. Est-ce que c'est voilà. Mais indépendamment de ça, sur le fait que je sais pas si c'est bon pour lui qu'il fasse 2 chaînes, si le nom de la chaîne est bon, etc. J'ai vu sa vidéo sur Astérix. Bah putain, en vrai, les 10 premières minutes sont trop bien. Parce que là, tu sens que c'est le Mediavore qui, voilà, qui fait ce qu'il aime, qui est intéressant, qui fait du montage, qui met plein de trucs, qui se pose, qui lit, qui t'apprend des choses, qui, comme sur sa vidéo sur Dinotopia, qui était super. Voilà, ça, c'est, tu vois, et pourtant, il parle d'Astérix. Et pourtant, il parle d'Astérix, sujet de société, machin, la vidéo sort tôt, mais quand tu la regardes, elle est bossée. J'ai regardé les 10 premières minutes, je voulais pas me spoiler le reste, mais j'ai regardé jusqu'à son avis sur celui-là, là, et sa vidéo est bossée. Et c'est bien, donc tu peux bosser en parlant de sujets comme ça. Maintenant, voilà, c'est le même principe que beaucoup chiaient déjà sur le film avant même qu'il soit sorti des mois auparavant, et les gens qui vont aller voir le film et chier sur lui, alors que je pense qu'il n'y a pas forcément matière à dans l'ensemble. Et comme je l'ai dit au début, je pense que si aujourd'hui on prend un malin plaisir à le cartonner, c'est plus pour la communication, pour Canet, pour le Star System et pour ce qu'il représente, plus que pour ce qu'il n'est. Effectivement, c'est vrai que 65 millions, tu peux espérer plus. Et je pense que 60 millions, 65 millions d'euros, putain, là-dedans, bon, faut essayer de les voir, quoi. Nonobstant, la com de Canet est vraiment catastrophique. Ah oui, bah bien sûr. Bah alors moi, de Ace, de ce que j'en disais, c'était, voilà, c'était... il a pas tort dans le fond qu'un film comme le sien, si ça marche, ça va aider plein de petits films et plein de films, et que ça va permettre de produire plein d'autres choses. Mais donnez-moi, s'il vous plaît, faites en sorte que ça marche, allez-y, allez-y. Puis sur tous les plateaux, allez-y, allez-y. Mon film doit marcher pour que d'autres films comme ça, parce que mon film est important. Ça, c'est hyper maladroit. Et on a vu le résultat, paradoxalement faux. Je pense que le cinéma français aurait été le même sans ce film-là. Hein. Ça serait tout aussi bien sorti sans Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Donc c'est vrai que la com, elle est catastrophique. C'est ultra malvenu, voilà, c'est ça, ouais. Après, quand t'arrives après Avatar 2 ou Maverick, ah bah, qui eux ont déjà fait un bien fou, hein, je veux dire, là, eux, c'est vrai que quand tu regardes Avatar 2 ou Top Gun Maverick ou des choses comme ça, t'es pas du tout dans le même concept, t'es pas du tout dans le même délire, t'es pas du tout dans le même plaisir. Ça, c'est vrai que c'est complètement différent, puis eux vont faire du bien. Vont faire du bien. Là aussi, par exemple, j'étais d'accord avec Intercut sur une vidéo qu'il avait fait où il disait, moi j'espère que Black Panther va marcher, indépendamment de la qualité du film, parce que des films comme ça amènent les petits producteurs et les petits films à exister. Oui, oui, parce que les gros films amènent les petits films à exister. C'est comme la chronologie des médias, hein, je veux dire, à moins d'avoir Jean-Eudes Gorille, qui globalement va te dire que la chronologie des médias c'est une hérésie, bah parce que lui c'est la culture du tout de suite et de la bêtise, mais enfin bon vous connaissez
vous connaissez le primate, hein, vous connaissez le gorille maintenant, mais enfin voilà, et puis qui va te raconter que des conneries sur la chronologie des médias parce qu'il y comprend strictement rien, mais alors rien du tout, hein. Et que c'est la culture de l'instant, du burger, de la consommation, et il faut regarder un truc tout de suite sur cette plateforme parce qu'en France on ne l'a pas. Il comprend pas que la chronologie des médias c'est vachement important les éditeurs, pour les cinémas, pour les salles, pour enfin, tout un tas de trucs, moi qui m'échappent aussi parce que j'en ai vu des vidéos, là je serais incapable à cette heure-là de vous situer tout le contexte, mais qui sont très importants sur, voilà, pour les exploitants, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour les cinémas, pour les films, pour toutes ces choses-là. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont hyper importantes. Ce film-là, effectivement, s'il marche, sera important pour en produire d'autres. Maintenant, 65 millions, je suis pas sûr qu'il les fasse. Faudrait qu'il fasse beaucoup d'entrées. C'est pas gagné. C'est un gros challenge. Alors, il a fait un très bon démarrage, 465 000, hein, je crois, spectateurs pour sa journée de lancement ou quelque chose comme ça. Maintenant, une fois que toute la communication et j'ai peur en fait que ce film-là, une fois que tous les gens qui auront justement cette volonté malsaine d'aller le voir par curiosité parce qu'on se dit que c'est de la merde, ils seront allés, plus personne n'ira. Parce que c'est bon, en fait, la mauvaise vague sera passée. Les gens qui auront voulu aller le voir par curiosité seront passés. Et voilà. Il vise 6 millions minimum. 6 millions minimum, 7 millions pour être rentable. Donc ça voudrait dire 8-9. Et je pense que Canet, il s'est dit, on pourrait viser 10 millions. 10 millions pour lui, ce serait bien. Il se dit, peut-être que ça peut, mais bah, si le bouche à oreille du grand public est mauvais, bah voilà. Ouais, ça va se planter dur. Ça va se planter dur. C'est dommage pour Astérix, c'est dommage pour Canet, parce que je vous l'ai dit, moi, c'est un réalisateur que j'adore, c'est un mec que j'adore, et c'est un groupe que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup Gaspard Noé, j'aime beaucoup le cinéma de genre français, mais j'aime aussi énormément ce que font Canet, Lelouch, Dujardin, Hazanavicius, tous ces mecs, Bedos, voilà, tous ces mecs-là, tout ce groupe de potes, je les aime énormément. Donc ça me fait chier pour Guillaume Canet, parce que je pense que c'est un mec... voilà, qui a fait une communication qui était désastreuse et surtout très maladroite, et que s'il pouvait revenir en arrière, peut-être qu'il le ferait. Enfin bon, il a eu beaucoup l'occasion parce qu'il l'a fait sur beaucoup de plateaux quand même. Mais c'est dommage parce que pour deux trois petits coups d'éclat, pour deux trois choses intéressantes, bah tu retiens le négatif, et c'est vrai que forcément d'un autre côté, il y a beaucoup de négatifs. C'est un film qui est pas drôle, qui confond bonne et autoréférence, qui a de temps en temps et qui est pas subtil. Alors moi, vous savez que j'aime pas comparer, mais puisque de toute façon, bah, il plagie beaucoup Chabat, on est obligé de le faire, mais tu as la différence entre, par exemple, Chabat qui va utiliser des références capables d'être comprises par tous, donc déjà c'est beaucoup plus malin, et subtil, élégante, voilà, élégante, pertinente, classe. Chabat, c'est la classe. Il n'y a rien de classe dans l'écriture de ce film-là. Il n'y a rien de classe, il n'y a pas de référence classe. Tu perds la subtilité du truc. Je veux dire, une blague par exemple de César qui va dire « Et vous signez Caesar ». Caesar ? Oui, bon bah César. Rien que cette blague-là foudroie littéralement le... Comment dire merde. Foudroie littéralement comment dire tout le film de Canet. Ah, toutes ces références-là, la référence à l'Empire contre-attaque, le truc sur le homard, la langouste. Ah, le petit clin d'œil sur la langouste, pareil, ça c'est rigolo, mais voilà. Puis c'est des paysans. Mission Cléopâtre est des paysans, peut-être encore plus des paysans que ce qu'a tenté de faire Canet, alors que pourtant, comment dire, Canet, tu sens qu'il aime l'Empire du Milieu et qu'il a quand même envie de faire une belle lettre d'amour à l'Orient, etc. Donc oui, tu perds cette classe, tu perds cette élégance, tu perds ce petit grain de folie. Enfin, je veux dire, putain, Mission Cléopâtre, il y en avait quand même pas mal, hein, des références qui étaient superbes. Puis voilà, il prenait le meilleur de ses comédiens. Il savait comment jauger ses comédiens. Et honnêtement, le premier Astérix et Obélix, il est pas terrible. Celui de Zidi est pas terrible du tout, hein. Il y a ses cringe, je le trouve lourdingue. Enfin voilà, c'est pas du tout l'humour moi qui m'intéresse, pas très intéressant.
épais. Je trouve que c'est un film qui est épais, quoi. Le premier Astérix et Obélix, loin d'être culte. Le culte Astérix et Obélix, il est devenu avec Mission Cléopâtre. C'est-à-dire, c'est comme un petit peu Alien et Alien 2, tu vois. Le premier Alien, c'est le premier Alien, mais pour moi, celui qui crée Alien et toute la mythologie et ce qui fait l'excellence d'Alien, c'est Cameron avec Aliens. Bah pour moi, Astérix, c'est pareil. Le premier Astérix et Obélix contre César, je le trouve vraiment râle et pas crête. Putain, par contre, le deuxième, costaud. Le jeu de clavier est différent. Ouais, parce que tu t'accordes de la subtilité. Beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de travail d'écriture. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Donc oui, moi j'ai largement préféré ça. J'ai largement préféré ça. Et je pense que là, bon, bah, malheureusement pour le film, ça va être complicado. Puis on essaiera de voir ce qui va donner, mais bon, bah, c'est voilà. Je maintiens que de pas arriver à trouver de stabilité dans le casting du duo, ça interroge. Oui, il y a ça aussi. Bah, il y a des erreurs de casting très nombreuses hein, dans le film de Astérix. Il y a le casting est malheureusement très très mal géré. Moi, je trouve que Canet aurait dû rester derrière la caméra parce que je crois en lui en tant que réalisateur. C'est aussi un bon acteur, mais là pour moi dans Astérix c'est pas bon. Ils auraient dû garder le louche, mais totalement remanier la formule. Marion Cotillard, toute Marion Cotillard qu'elle est, même si j'aime l'actrice, n'a aucun intérêt à être dans ce film-là. Cléopâtre ne sert à rien. Donc il aurait mieux fait. En plus, Cléopâtre avec César, si à la rigueur Guillaume Canet avait joué César, on aurait pu un peu plus comprendre. Enfin, quoique maintenant ils sont plus ensemble, mais tu te dis, bon, là voilà, ça me paraît pas mirobolant d'utiliser ça. César, tu pouvais complètement me laisser de côté son truc amoureux pour, je pense, mettre. Comment dire pour, je pense, le faire que la conquête de l'Empire oriental. Enfin, il y avait plein d'autres choses à faire, je pense, avec 65 millions d'euros. Quitte à rester dans le cercle de potes, pourquoi pas Jean Dujardin en Astérix. Jean Dujardin, je le vois pas en Astérix, moi. Je... Pas la carrure. Enfin, trop de carrure, peut-être. Trop de... du- Pourquoi pas, moi j'aurais repris Cornillac. Cornillac, il était bon en Astérix. Faut un mec avec un truc qui pétille un peu plus, tu vois, que du jardin. Non, ça m'aurait pas... J'aurais pas vu du jardin, moi, en Astérix. En César, genre du jardin aurait pu. En plus, ça aurait fait une belle référence. Tu vois, ah bah, enfin, c'est con qu'ils soient plus ensemble, mais t'aurais mis Jean du Jardin en César et Alexandra Lamy en Cléopâtre, j'aurais préféré. Parce qu'il y a un sketch dans Un gars, une fille où justement ils font une soirée avec des potes qui est une soirée un peu dans le style déguisement, etc. C'est une soirée romaine et c'est du Jardin qui fait César et Cléopâtre qui fait. Enfin, Alexandra Lamy qui fait Cléopâtre. Ils seraient restés tous les deux ensemble, je les aurais bien vus jouer ça. Mais il aurait fallu le remanier, tu vois, enfin donner un vrai intérêt à Cléopâtre. Là dans le film, elle en a aucun. Elle en a aucun. Elle est là en tout et pour tout, peut-être 4 minutes maximum de temps d'antenne, c'est tout, hein, c'est rien. Hein. Oui, mais on aurait dit en couple à la ville comme à l'écran, trop de facilité. Oui, c'est possible aussi, ouais. C'est possible aussi, mais enfin, vu ce que là ça a donné dans tous les cas, ça aurait pas été pire. Ça aurait vraiment pas été pire. En tout cas, on va se quitter pour ce soir. Bon, bah, effectivement, on a eu beaucoup plus de monde. Hein. On a fait plus de 200 personnes sur la fin pour Astérix, je m'en doutais un peu. Pourtant, bah, le meilleur film pour moi était au début un Knock at the Cabin qui était vraiment pas mal. Alors, Babylone aussi, c'est super. Hein. Je pense qu'objectivement, Babylone est même meilleur. Mais moi, Knock at the Cabin, c'est mon petit coup de cœur là, de ce début d'année. J'espère que ce live vous a plu. C'est pas épuisant, mais c'est sportif de faire 3 critiques que j'espère, en tout cas, pertinentes. Enfin, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je me rends compte que j'ai pu dire à peu près tout ce que je voulais, surtout sur Knock at the Cabin et Astérix. Babylone, c'est celui que j'ai vu il y a le plus longtemps, donc il a fallu que je ressasse un petit peu mes pensées, mais c'est vrai que c'est pas évident, là, en 2 heures, de faire un condensé de 3 critiques où il y a autant à dire. Mais j'espère que ça vous aura plu. Le live sera évidemment en rediffusion, je pense, dès demain. Ah putain, oui, alors non. Alors non, ce sera dès mardi, parce que demain j'ai ma vidéo à faire sur Last of Us et je devrais utiliser mon logiciel de montage, donc je ne pourrai pas travailler sur mon logiciel de montage en attendant. Donc ce sera mardi. Le planning arrive demain, mais je peux déjà vous le donner si vous voulez, le planning des lives. Demain évidemment à 22 h de Last of Us. Mardi, mercredi, jeudi sur Dead Space. Et puis vendredi, la grande nuit. Vendredi, la grande nuit Harry Potter. Samedi aussi,
Harry Potter Hogwarts Legacy qu'on fera sur Twitch, et le dimanche, le retour du V8 Sports, spécial Ligue des Champions, avant de parler de basket la semaine suivante avec le All-Star Game. Donc ce sera pas mal. Mais là, ce week-end, on va parler peut-être un petit peu de NFL aussi en dernier sujet, mais on parlera de la Ligue des Champions, puisqu'il y a le retour de la Ligue des Champions, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc il y a pas mal de live, on est en live tous les soirs, hein. La semaine prochaine, je suis en break de basket, là, puisque c'est la pause pendant les vacances, donc j'en profite. Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir été là, merci encore Gideon pour le don, et je vous dis à demain pour du Last of Us. Et merci Olive. Alors Olive qui lâche 5 euros avant de conclure, comme un beau diable, si j'ose dire. Voilà, il le fait comme un beau diable, il le fait de manière nonchalante, mais il ne manque pas d'un certain zèle, d'un certain charisme. Et c'est ça que j'aime chez mon Berntalien, comme on l'appelle. Merci beaucoup mon Olive pour le don, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Merci donc Olive et Gideon pour les dons. Rendez-vous demain pour la suite de Last of Us épisode 4, en espérant qu'il soit super, meilleur qu'Astérix. Ça y a pas trop de mal. Des bisous.